tous et bienvenue pour le 181e numéro d'Enjeu Capital, le podcast qui débriefe l'actu du Paris Saint-Germain, plus ses matchs, parce que nous sommes en trêve. C'est la trêve, reprise de l'entraînement, il me semble, le 1er juillet du côté du camp des loges. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast où on va débriefer les dernières actus. Forcément, on va parler du coach, du mercato, des départs à venir, de ceux qui ne veulent pas partir aussi. Il y en a un paquet, il y a eu beaucoup de déclarations ces dernières heures, on va revenir dessus. Mais tout d'abord, je vous présente l'équipe du jour. On va accueillir, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, c'est Hugo Kapler. Salut Hugo, comment ça va? Salut Mou, salut Yass, salut Nico, salut à tous. Bah écoute, ça va très très bien. Ça y est, je suis en vacances jusqu'à la reprise des championnats en août. Donc je vais avoir un peu de temps pour être sur le podcast, surtout que le mercato commence à s'animer, etc. Donc ravi d'être avec vous pour ce 181e numéro. Alors je précise, il reprendra son poste de présentateur, en tout cas je l'espère. Moi je préfère être à sa place. Mais bon, comme il est sorti hier, un peu fatigué, donc je le remplace. Je suis déjà content qu'il soit là, même pour parler de mercato. T'as passé une bonne soirée, Hugo, quand même. J'étais au festival Wheel of Green, Bois de Vincennes, où c'était, malgré la flotte, à un moment, on a eu un peu de gadou. Mais on a eu quelques concerts sympas, notamment PNL et Disclosure, pour ceux peut-être qui nous regardent et qui y étaient aussi. 30 minutes de flotte sous concert d'Angèle, mais sinon, c'était plutôt sympa quand même. Voilà, et toujours bien accompagné, faut-il le préciser. Bon, salut d'ailleurs Clément qui était avec toi hier. Et voilà, Clément Pernia qui est régulièrement avec nous et toujours une bonne équipe, tu sais, pour sortir. Hein. Il faut. Hein. Exactement. Le deuxième acolyte, lui, n'était pas au festival Wheel of Green, il était scotché devant la finale de Roland-Garros, en train de soutenir son idole Rafael Nadal. C'est Nicolas Puravo. Salut Nico. Salut tout le monde. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Bon dimanche. Belle victoire de Nadal. Tout s'est bien passé. Donc nous on n'a pas PNL à Versailles, mais on avait un bal hier soir. C'était sympa. On a dansé un peu. On a fait de la valse et tout. C'était sympa. On n'a pas les mêmes soirées, Clément. Ah, ça colle avec ta génération, hein. On n'a pas les mêmes soirées que Clément et Hugo, quoi. Voilà, ça c'est bon. C'est comme ça. Mais après, j'ai eu le temps de regarder quand même la victoire de Nadal. Bon, pas jusqu'au bout parce que je savais que c'était déjà plié quand dans le deuxième set à 3-1, il se fait débreaker l'ami l'a débreaké, l'ami Ruud. Et donc j'ai vite compris que Nadal allait avoir la supériorité facilement dans la finale. Oh. Même s'il a joué avec un pied compliqué, euthanasie, on va dire pratiquement durant tout le Roland, qui a dû faire quelques piqûres pour tenir le coup, mais victoire 14e Roland-Garros quand même pour Nadal. D'ailleurs, ça a fait un peu polémique, les infiltrations de Rafael Nadal. Il y a eu pas mal de tweets. Voilà. Je sais que Nico, ça l'a un peu énervé. Je vois même pas de quoi tu parles en fait. Là, j'ai vu le tweet d'un cycliste auquel tu as répondu. C'est Thibaut, c'est ça. Ouais. On fera un podcast Nadal si vous voulez. On fera un Space Nadal un soir. Allez. Et je présente le dernier acolyte, c'est Yacine Amned. Alors, je ne sais pas si lui était à Wheel of Green ou s'il a regardé la finale de Roland-Garros. Mais il est toujours présent pour le podcast. Salut Yass. Salut à tous. Ouais, moi, comment ça va? J'étais devant la finale. Et contrairement à Hugo, moi j'attendais la fin justement. Que c'est là qu'il y a les émotions. Tu peux pas lâcher au moment où ça devient le plus intéressant. J'étais attendu, Yass aussi. Je pouvais pas rester tout le long. J'avais une heure de trajet pour aller jusqu'au château de Vincennes. Pas être au four et au moulin. Bon, il y a que moi qui n'ai pas vu la finale. J'ai pas vu un match de Roland-Garros. Ça m'intéresse pas. Je connais rien. Ça m'intéresse absolument pas. Donc tant mieux si vous vous êtes régalés. Moi, j'attends la prise du foot. On va passer au premier débat du jour. C'est Prestel Kimpembe qui est en conférence de presse, qui a été convoqué par Didier Deschamps. Conférence de presse avant le match de la Croatie où Prestel Kimpembe répond à une question sur son avenir. Et il déclare que il va falloir discuter avec la direction. Je rappelle qu'il a 27 ans. Il dit que selon lui, le dernier contrat à venir, ce sera le plus important. Il parle de tournant dans sa carrière. Alors, va-t-il faire une Maldini au PSG et rester toute sa saison, ou va-t-il finalement partir? Il y avait des rumeurs, pas mal de rumeurs qui annonçaient que Chelsea, via son entraîneur Thomas Tuchel, voulait récupérer Presnel Kimpembe.
Je vais vous demander vos avis, messieurs, sur Presnel Kimpembe, hein, un titulaire indiscutable de la sélection parisienne. On va commencer par toi, Hugo. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations? Tu penses que c'est quoi? C'est un coup de pression à la direction pour essayer d'augmenter son salaire, de se rapprocher, par exemple, d'un Marquinhos qui doit émarger pas loin d'1 million d'euros par mois? Ou bien il y a une réelle volonté pour Presnel Kimpembe d'aller voir ailleurs, pourquoi pas une expérience à l'étranger et se mettre un petit peu en danger parce que il est quand même bien au PSG. S'il prolonge, il prendrait pas trop de risques, Hugo. Alors, il y a un peu de tout ça. Juste déjà, petite rectification. S'il a 26 ans, il est du 13 août. Donc, il aura ses 27 ans le 13 août. L'année précédente. Oui, ouais, oui. Non, mais dans l'année, c'est 27 ans. Oui. Tu as bien fait de le préciser. C'est toujours ce fast-checking. C'est cool. On a les ordinateurs directement on peut vérifier directement. Ça sert à ça aussi. Non, un peu tout ça mélangé parce que Presnel Kimpembe, bon, évidemment que je pense qu'il dit aussi ça pour avoir une petite rallonge supplémentaire, bien qu'il ne fasse pas de l'argent sa priorité. Kimpembe, mais il n'est pas, pour préciser, il n'est pas dans le top 10 des salaires du Paris Saint-Germain. Il y marge à 700 000 euros brut. Marquinhos, par exemple, je pense dont il aimerait se rapprocher du salaire est 1 million, comme tu le disais, Mousse. Il lui reste 2 ans de contrat, donc c'est pas non plus un affolement de la part de la direction du PSG pour prolonger Kimpembe. Il est en contrat jusqu'en 2024. Il a joué encore sa 40aine de matchs cette saison avec Sergio Ramos, qui était censé venir un peu bousculer la hiérarchie de la défense centrale Marquinhos Kimpembe, mais évidemment, il s'est blessé toute la saison. Donc je pense que avec tous les changements qui se préparent pour ce mercato d'été, avec changement d'entraîneur, etc., évidemment que peut-être Kimpembe veut faire le point, parce qu'il a quand même quelquefois été remis en cause par les supporters et aussi peut-être aussi par les dirigeants parisiens, avec notamment l'avenue de Marquinhos, l'avenue de Ramos. Alors, nous, on a parlé d'une défense à 3 à faire dans le podcast, etc. Pochettino ne l'a jamais entendu de cette oreille. Donc, si le prochain entraîneur aligne une défense à 3, évidemment qu'il n'y a pas à discuter de la place de Kimpembe dans le projet du Paris Saint-Germain, qui s'y inscrit pleinement. Mais si un Sergio Ramos revient à 100%, comme on l'a vu sur cette fin de saison, qui fait de bonnes préparations, peut-être qu'il jouera plus sa 40aine de matchs et qu'il devra tourner. Donc, lui qui n'a jamais connu d'expérience à l'étranger, qui est installé au Paris Saint-Germain, qui va avoir le brassard de capitaine avec l'équipe de France ce soir face à la Croatie, donc c'est un élément important de l'équipe de France et de Didier Deschamps, il peut se poser la question d'un challenge à l'étranger, notamment l'Angleterre qui lui fait les yeux doux depuis quelques temps, notamment Chelsea, je crois, et Thomas Tuchel a toujours été fan du joueur, mais aussi on peut se poser la question par rapport à l'arrivée de Luis Campos, qui lui aussi a toujours apprécié Kimpembe. D'ailleurs, quand Campos était à Monaco, il avait voulu le faire venir du côté de la principauté. Donc, c'est une bonne nouvelle par rapport à Luis Campos, son arrivée, parce qu'il apprécie le profil de Kimpembe. Mais ça ne mange jamais de pain de mettre un léger coup de pression, on va dire, pour discuter un peu renégocier un contrat et puis connaître sa place dans le projet sportif. Mais je ne pense pas qu'il y ait volonté de départ dans l'année qui vient ou les 2 années qui arrivent, mais un dernier challenge à l'étranger pour finir sa carrière, pourquoi pas pour Kimpembe, oui. Nicolas, merci Hugo. Nicolas, même question, et c'est vrai qu'Hugo l'a dit, il y a eu pas mal de critiques, hein, que ce soit des observateurs, notamment cette saison, et même en équipe de France, hein, que ce soit les observateurs, les supporters, Nicolas. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est peut-être aussi une volonté de Kimpembe de prouver qu'il peut réussir ailleurs? Il n'a pas fait une très très bonne saison, Nico, cette année, l'ami Kimpembe. Qu'est-ce que tu penses, toi? Tu penses que c'est un peu tout ça comme Hugo? Je sais pas, mais s'il veut prouver qu'il peut aller réussir ailleurs, moi je l'invite à y aller tout de suite. Il n'y a pas de problème, la porte elle est grande ouverte. Est-ce que Kimpembe fait partie des 10 meilleurs joueurs à son poste en Europe? Non. Est-ce qu'il a le potentiel pour le devenir un jour? Non, je pense pas. Est-ce qu'il a progressé depuis ces 3 ou 4 dernières saisons? Non. Est-ce qu'il t'offre des garanties sur une saison complète? Est-ce qu'il a réglé ses problèmes de concentration, de relance? Non. Donc voilà, pour moi Kimpembe c'est un joueur identifié PSG, mais ça n'a rien d'un cadre indiscutable dans cette équipe. Et si demain il est vendu, c'est vraiment pas un joueur que je vais regretter. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup mieux à son poste. Et si le PSG a décidé d'éventuellement le mettre en concurrence ou même carrément de lui ouvrir la porte, bah écoute, moi je pense que ce serait une bonne chose. Même pour lui, quelque part, je pense que ce serait pas mal d'aller ailleurs parce que je pense qu'il a fait le tour à Paris, qu'il est dans un certain confort, dans une certaine routine et qu'il n'est pas capable d'offrir plus que ce qu'il a déjà offert. Donc c'est pas un joueur sur lequel j'ai envie de m'attacher. Enfin, j'apprécie, hein, c'est un joueur qui fait ses matchs, qui aime le PSG, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à son poste et que si le PSG veut se renforcer en défense, bah il faut aller chercher ailleurs. Il n'y a pas de souci pour moi.
Merci Nico. Bah, même question, Yacine, sur Kimpembe. Est-ce que toi, tu lui conseillerais d'aller voir ailleurs, s'aguerrir un peu dans un championnat un peu plus relevé comme l'Angleterre ou pour toi, c'est un jeune Parisien, il faut qu'il reste, qu'il s'accroche, qu'il accepte la concurrence. Et d'ailleurs, il y a un concurrent, hein, enfin, il y en a même deux, hein, parce que Ramos vient d'arriver, mais il y a aussi Abdou Diallo. Vous me direz, voilà, après, j'attendrai vos réponses, savoir si peut-être faut se séparer de Kimpembe et pourquoi pas garder Abdou Diallo. Vas-y, Yass. Bon, alors, moi, je rejoins Nico, c'est-à-dire que s'il hésite et il a envie de partir, bah, salut. Voilà, je pense que il est dans son rôle quand il vient parler en disant je veux renégocier, etc. Après, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est plus au PSG. Voilà, c'est pas la peine de vous aligner encore une fois, prolonger un joueur, l'augmenter, etc. Voilà, moi, je ne vais pas rajouter beaucoup plus que ce qu'a dit Nico. Effectivement, c'est pas un cas d'or du foot européen. C'est pas un joueur indispensable. Voilà, en fait, il est indispensable parce qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que Ramos était blessé et qu'Abdou Diallo, dès qu'il joue 2 matchs, il en faut 8 pour revenir. Donc, enfin, ou alors il est blessé 8 matchs après. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. D'ailleurs, rappelez-vous, en début de saison, il n'est même pas prêt et il joue tout de suite parce que derrière, tu n'as pas de joueur, quoi. Donc, donc voilà, maintenant, moi, je rejoins Nico. Si jamais il y a une proposition et que lui s'y retrouve, bah voilà, merci pour tout. Et puis bon courage. Hugo, sur le choix que tu ferais, toi, entre Abdou Diallo, qui est un petit peu plus jeune, hein, ils ont 2-3 ans de différence. Si vraiment il y avait une volonté de la part de Kimpembe de quitter le club, ça t'embêterait ou tu te dis il y a Abdou Diallo qu'on n'a pas beaucoup vu parce qu'il y a eu pas mal de pépins physiques. Diallo, toi, pour toi c'est le bon remplaçant ou bien il faut vraiment faire partir les deux et parce qu'on entend aussi une rumeur qui dit que le PSG cherche encore un défenseur central. Je rappelle qu'il y a aussi Thilo Kehrer et puis il y a aussi El Shaddai Bichabeu qui frappe à la porte de l'équipe première. Bah, après, dans un rôle de doublure, oui, Abdou Diallo, ça me dérange pas parce que c'est un bon joueur. Il a prouvé, même au poste de latéral gauche, il a dépanné quand il fallait et que en doublure, ça me dérangerait pas de le conserver. Après, lui aussi a des envies de départ. Hein. Il l'a dit là dans son rassemblement avec le Sénégal que le AC Milan était intéressé. Il a dit, moi, j'ai envie de jouer. Donc, on peut aussi penser que lui va vouloir jouer une saison pleine et pas jouer les rôles de doublure comme il fait au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ses blessures sont quand même un peu, on va dire, compliqué à prendre en compte pour un entraîneur parce que tu peux pas compter sur lui toute la saison, quoi. Une doublure, c'est répondre justement. Moi, je te parle pas en tant que doublure, hein. C'est vraiment si Kimpembe part, installer Abdou Diallo, hein. C'est ça que je te parle. Dans un rôle de titulaire. Ah oui, c'est ça que je te parle. Après, c'est un joueur fiable techniquement, bon défensivement, etc. Après, pour le Paris Saint-Germain, jouer en Ligue 1 et en Ligue des Champions tous les 3 jours. Je sais pas si ça sera vraiment fiable, on va dire, pour une saison, notamment avec des champions, parce qu'on l'a jamais vu en fait. C'est ça le problème. On l'a jamais vu jouer tout au long d'une saison. Donc sur les matchs qu'on l'a vu jouer quand il était là, il est pas mauvais. C'est un bon joueur, Abdou Diallo. Mais de là à le mettre dans une position de titulaire toute la saison, non. Je préfère avoir un Sergio Ramos évidemment, qui a plus l'expérience et le niveau pour jouer à ces postes-là. Mais je pense surtout que Abdou Diallo, à mon avis, va partir du Paris Saint-Germain cette saison. Vu les blessures qu'il a enchaînées et aussi la considération qu'a Pochettino s'il reste en poste pour Abdou Diallo qui n'a pas fait jouer énormément. Bon, après, normalement, pour Pochettino, l'avenir est scellé. Oui, vas-y, Nico. Ouais, Diallo, pourtant, si effectivement en plus le PSG s'oriente vers une défense à 3, je pense que Diallo, axe gauche, il offre beaucoup plus de garanties qu'Kimpembe, tu vois, paradoxalement. C'est un poste qu'il connaît mieux, il a été très très souvent utilisé dans ce registre-là. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien, qui a été sous-utilisé à Paris, malheureusement. Alors après, on en a déjà parlé ici, hein, il n'a pas été réprochable, il a aussi eu pas mal de blessures qui ont rendu difficile une continuité dans ses titularisations, mais je trouve que c'est un joueur qui est un petit peu sous-coté par rapport à son potentiel. Et autant, tu vois, je trouve qu'on a vu le maximum de Kimpembe, autant je pense que Diallo, dans un autre contexte et avec un petit peu plus de continuité dans ses performances et dans ses matchs, je suis sûr que c'est un joueur qui pourrait monter très haut. On l'a vu hein, d'ailleurs à la CAN avec le Sénégal, il a été très très bon. Donc voilà, moi c'est un joueur qui ouais, comme le dit Hugo, qui va sans doute partir, je suis d'accord avec lui. Mais là pour le coup, je trouve que il y aura un petit, bon peut-être pas gâchis, c'est un peu fort, mais un peu de regret par rapport à ce qu'il aura pu offrir au PSG. Surtout qu'il avait fait quand il arrive de Dortmund,
il sort quand même de très bonnes saisons et tu te disais qu'il pouvait possiblement prendre une place de titulaire. Donc c'est ça qui est d'autant plus dommageable s'il part comme ça, alors qu'on l'aura jamais vu dans la continuité. Mais je rejoins ce que dit Nico, c'est quand même un très bon défenseur. C'est vrai, il y a ce que dit Nico, c'est vrai qu'il a fait une très bonne CAN, sans doute aussi parce qu'il avait la confiance de son sélectionneur, donc il était plutôt heureux d'avoir rejoint cette sélection, et puis il s'est blessé finalement, je crois qu'il s'est reblessé en revenant de sélection. Est-ce qu'il n'y a pas un côté chez Diallo, il y a ce qui, voilà, il n'est pas titulaire, il n'a pas la confiance du coach à Paris, donc forcément peut-être que les blessures, ça arrive quand tu es moins bien dans ta tête, on sait que les blessures, elles surviennent souvent à ce moment-là. C'est aussi parce qu'il y a un manque de confiance, il enchaîne pas les matchs. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans la tête de Diallo? Est-ce que c'est pas aussi ça, Yas? Oui, il y a sûrement un peu de ça, mais même quand à un moment donné, Tourelle a commencé à lui faire un peu confiance et ça n'a pas empêché les blessures. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a peut-être aussi une fragilité. Maintenant, moi, Diallo, vous connaissez mon avis, hein, pour moi, c'est pas un joueur de très haut niveau. Voilà, s'il peut partir lui aussi, portez l'ouverte. Mais pourtant, à Dortmund, il faisait plutôt avant qu'il arrive au PSG, d'ailleurs, il jouait dans une défense à 3, c'était plutôt pas mal, Diallo, Yas, non? Ouais, c'est peut-être pas aussi mal. le PSG qui l'a rendu comme ça, non? Ouais, non, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas progressé comme en tout cas on pensait qu'il était capable de le faire quand il arrive de Dortmund. Quand il est à Dortmund, c'est un très bon défenseur à Dortmund. N'empêche qu'il n'y a pas non plus 10 clubs européens qui se penchent dessus. Donc c'est aussi ça. Maintenant, effectivement, quand il arrive de Dortmund, il y a un potentiel, on attend quelque chose. Et je pense que c'est aussi sa progression qui n'a pas été au niveau. Et il n'a pas franchi réellement de palier. D'ailleurs, la preuve, c'est que parfois on se disait, faut le mettre latéral gauche, au moins ça compense, parce que voilà, on savait même pas nous-mêmes où le mettre. Voilà, alors il dépannait un peu à gauche, des fois dans l'axe, des fois même axe droit, alors qu'il est gaucher. Voilà, c'est cette sensation que mais même les coachs se disent bouge trop parce que je suis désolé quand il a joué axe droit. Alors, Yas, moi la c'est comme ça connexion, il y a un que petit souci. c'est comme ça que. Mais sur tout le monde. Alors depuis tout à l'heure, alors je sais pas. Alors il y a un petit lag, non, il y a un petit lag quand tu as parlé en gros, mais là c'est revenu à la normale. Voilà, c'est bon, là. Voilà, c'est bon, tu peux poursuivre, Yas. Donc du coup, ce que je disais, c'est que même les coachs, on a un peu l'impression qu'ils l'ont mis un peu. Pas comme bouche-trou, c'est un peu péjoratif, mais presque quand il a joué axe droit, c'était vraiment ça, de se dire bon ben voilà, il y a une place à droite, je vais mettre Diallo, peut-être que ça va marcher. Voilà, même les coachs n'ont pas réussi à lui transmettre, enfin, il n'a pas réussi à s'imposer aux yeux des coachs déjà, donc c'est un problème. Finalement, vous êtes tous assez d'accord je reviens sur Kimpembe, s'il y a un souhait de départ, voilà, personne, en tout cas, vous trois, vous êtes plutôt pour qu'il n'ait pas essayé de le retenir, hein. Ah, surtout que c'est un joueur qui a une valeur marchande. Au Paris Saint-Germain, il n'y en a pas beaucoup parce que souvent on les vend ou ils partent libres après avoir dépassé les 30 ans. Lui, il a 26 ans, il est courtier par des gros clubs, tu peux en espérer 15-20 millions d'euros. Donc, si Paris a besoin un peu d'argent, Abdou Diallo, c'est une bonne valeur marchande sur le mercato, quoi. On parle aussi de Chelsea beaucoup. Je rappelle que Rudiger va quitter Chelsea à la de son contrat. Il a signé. Ouais, après, je sais pas si les contrats vont jusqu'au 30 juin, comme en France ou pas, mais c'est vrai que normalement, il est promis au Real Madrid, donc ça libère aussi une place à Chelsea. Chelsea qui vient d'être racheté, qui vont sans doute avoir les moyens aussi de faire un bon mercato, donc affaire à suivre pour l'ami Kimpembe. On va passer aux indésirables du PSG. Ça tombe bien qu'on fasse le podcast aujourd'hui parce que ça a été un festival de déclarations ce week-end. Alors, pour citer les joueurs qu'on déclarait qu'ils voulaient rester absolument à Paris la saison prochaine, c'est quasiment que des indésirables. Alors, il y a eu Ander Herrera. Alors, je pense qu'il a répondu à une rumeur insistante qu'il envoyait à l'Athletic Bilbao. Donc, il s'est empressé d'aller sur les réseaux pour dire que lui, il était 100% concentré sur la reprise avec le PSG. On a eu aussi, lors du rassemblement du Portugal, une déclaration de Danilo Pereira, qui lui aussi se plaît à Paris, comme tous les autres, et qui ne voit pas de raison de quitter la capitale cette saison. Ce matin, c'est encore plus frais, on a eu la déclaration de Mauro Icardi, depuis ses vacances, qui lui a répondu à un article de la presse italienne qui parlait d'un départ d'Icardi cet été du PSG.
il s'est empressé lui aussi de répondre que non, que tout était faux et qu'il lui restait 2 ans de contrat et qu'il comptait honorer ses contrats. Il y a eu Kerrer aussi, il n'y a pas très longtemps, dont on a appris qu'il irait sans doute jusqu'au bout de son contrat. Bref, messieurs, vous l'aurez compris, Antero Henrique, qui est censé venir donner un coup de main à Luis Campos pour faire partir des joueurs, il va avoir pas mal de travail. Alors évidemment, il y a la question des salaires, c'est toujours le problème au PSG, mais est-ce que vous y croyez au dégraissage? Parce que tous les étés, on parle de ça, et finalement, les 2 derniers, Leonardo n'a absolument rien fait. Je crois qu'il a vendu Baker pour moins d'1 million d'euros. Non, un peu plus, pardon, je dis des bêtises. C'est un autre joueur, c'est un petit jeune. Bref, il a pas rendu grand-chose. Alors, est-ce que vous y croyez cet été, messieurs, avec le retour d'Enrique? Vas-y, Nico, je te laisse la parole. Alors déjà, c'est pas Baker, c'est Baker. Un jour, il va falloir dans le crâne, hein, Mousse. Hein. Parce que je reçois c'est moi qui reçois les messages après. Hein. Cette phrase-là de Nico, alors c'est pas Baker, c'est Baker. J'ai l'impression d'avoir entendu 10 fois dans le podcast. Ah, mais Mousse, il fait ça par provocation en plus, c'est ça le pire. Je le sais qu'il. Non, mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, j'étais fan de Boris Baker. Alors, mais c'est la vérité, ça. Voilà, c'est à cause de ça. Ils ont le même pied gauche, de toute façon, a priori. Hein. Donc, et puis, alors, Baker, il a été vendu 7 millions, je crois. Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai rectifié. Tu as raison. Et il avait vendu un jeune aussi. Je sais plus c'est quel jeune qu'il avait vendu à peu près 1 million d'euros. Je retrouverai. Mais oui, Baker, c'est bien vendu. C'est très bien vendu. C'est ça. Il a une clause de rachat et je comprends pas que le PSG ne la fasse pas, l'active pas. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On fera un podcast spécial, j'imagine. On a encore Kurzawa, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc après, non, toute la liste des indésirables que tu as donnée, elle fait rêver l'Europe, je pense. C'est une liste de joueurs que tous les grands clubs vont s'arracher cet été, c'est une évidence. Et quand ils vont voir les salaires qui touchent au PSG, alors là, ça va, pour le coup, ça va vraiment les motiver à les recruter encore plus. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a envie de filer 1 million d'euros à Wijnaldum ou 800 000 euros à Icardi. Donc bonne chance à l'ami Antero Henrique pour vendre ce genre de joueur. Déjà, il va falloir effectivement, pour être sérieux, qu'il fasse un petit pas vers le départ. C'est pas le cas pour le moment. Donc j'ai quand même un petit espoir quand le nouvel entraîneur sera nommé, qu'il va rencontrer tout le monde à la reprise et qui va expliquer à des internationaux qu'ils n'auront pas de temps de jeu au PSG, que s'ils veulent jouer avant la Coupe du Monde, il va falloir qu'ils aillent ailleurs. J'ai un petit espoir quand même que certains aient un petit peu de dignité, de respect envers eux-mêmes et qu'ils acceptent de partir. Et puis sinon, on va se retrouver comme cette saison avec des mecs à qui tu files 6 millions par an et qui seront même pas champions de France parce qu'ils auront joué 0 minutes en championnat. C'est assez fascinant, c'est le PSG. Voilà, écoute, on aura en tout cas, on pourra se gargariser d'avoir les mecs qui ramassent les plots et les chasubles à entraînement, qui seront les mieux payés du monde. Et puis voilà, qu'est-ce que je te dis, les mecs qui veulent pas partir, après, c'est même pas de leur faute. Tu leur as donné ce salaire-là, tu leur as donné des contrats très confortables. Bon, voilà, derrière, tu payes ta politique qui a été vraiment moisie. J'espère quand même qu'on va réussir à en exfiltrer 1 ou 2, quoi. Ce serait déjà une bonne chose. Et puis pour les autres, on va attendre tranquillement qu'ils arrivent en fin de contrat. Hein. Toutes les années qui passent, c'est des années en moins à les supporter. Donc voilà, on paye un petit peu ce qu'on a fait. Et j'ai même presque envie de dire, les joueurs, eux, ils ont. Enfin, un mec comme Kurzawa, ce qu'il a fait cette saison, qu'est-ce que je te dis? On lui a donné la possibilité de le faire. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher au mec? Et là, il est bien comme ça, il est content. Il vient en camp des loges avec sa Ferrari. Tout va bien pour lui, hein, il se plaint pas, croyez-moi. Hugo, pareil, hein, même question. Est-ce que tu as un espoir cet été de voir partir ces indésirables? Alors, j'ai cité ceux qui avaient parlé, et il y a ceux qui n'ont pas parlé aussi, hein, les Draxler, il y a Rico, Wijnaldum, tu viens d'en parler, Nico. Est-ce que tu as un petit espoir malgré tout avec l'arrivée d'Antero, ses méthodes, son réseau? Peut-être que ça fonctionnera un peu plus qu'avec Leonardo. Bon, déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vendu un joueur 2 millions d'euros. C'est Marcin Bulka qui a signé du côté de GC. Ah oui, c'est vrai. Donc ça fait déjà 2 millions d'euros dans les poches pour payer le salaire de Layvin Kurzawa. Non, si j'ai bon espoir, oui, ça aurait été, tu m'aurais demandé ça avec Leonardo qui continuait aux commandes, je t'aurais dit non. Mais avec Luis Campos qui est quand même connu pour dénicher les talents, certes, mais aussi vendre les joueurs. Et surtout, le travail, on va dire, en soum-soum de Antero Henrique qui va être utilisé sur ce mercato. Et puis dans les années qui arrivent, j'imagine, pour vendre des joueurs, justement. Et Antero Henrique, on sait que ça a quand même été un de ses points forts dans la vente des joueurs et d'arriver à activer son réseau, on va dire, pour exfiltrer certains joueurs que le Paris Saint-Germain ne voulait plus.
Donc, par rapport au duo-là qui se prépare, j'ai plutôt bon espoir, on va dire. J'ai plus d'espoir qu'avec Leonardo. Et il y a des joueurs qui tiennent tellement à leur contrat qui sont tellement chiants parce qu'ils veulent certaines conditions. Ils veulent retrouver un club du standing limite du PSG qui ne comprennent pas qu'ils ont peut-être plus le niveau pour jouer à ce niveau-là. C'est ça qui m'inquiète un peu, c'est parce qu'on entend tous les joueurs dire qu'ils veulent rester. Il y aurait des joueurs qui retrouveraient un départ. Draxler, il a dit qu'il était enclin à partir. Donc déjà, quand les joueurs te disent qu'ils sont ouverts à un départ, c'est quand même plus facile de trouver une solution. Leonardo, le problème, c'est qu'il manquait de réseau et qu'il négociait qu'avec certains agents et qu'il avait du mal à négocier avec certains clubs. Donc c'est ça, je trouve, qui freinait un peu les discussions pour vendre ou prêter des joueurs. Là, avec Antero Henrique et Luis Campos, surtout, qui a beaucoup plus de réseau que Leonardo, qui ne travaillait pas qu'avec les mêmes personnes, j'ai un peu plus de bon espoir. Mais si tu me demandes les joueurs qui devraient partir, dans ceux qui ont parlé, Ander Herrera ne sert plus à rien au Paris Saint-Germain. Levin Kurzawa, je n'ai pas besoin de le dire non plus, qui n'a pas disputé un match cette saison, ne sert plus à rien. Mauro Icardi doit partir. Il n'y a pas besoin de lui en attaque de la saison qu'il a faite. Et le retour de Kalimundo, à qui je donnerais beaucoup plus de responsabilités, en tout cas dans un rôle de doublure. Idrissa Gueye, pareil, je pense qu'on arrive un peu au bout de l'aventure et qu'il y a besoin de renouvellement au mercato, notamment au milieu de terrain, et on va parler tout à l'heure de Seko Fofana qui, je trouve, apporterait vraiment plus au PSG. Voilà pour les joueurs que je ferai partir en priorité. Danilo Pereira, tu vois, par exemple, qui a parlé en disant que là, avec le Portugal, qui a dit qu'il a fait une bonne saison individuellement, je suis pas forcément contre, enfin, je suis plutôt d'accord avec lui parce que, ok, il a évidemment que c'est pas le genre de joueur qu'on veut techniquement, qu'il a un déficit technique et il y a certains matchs où il a été pas au niveau de certains, mais il a été plutôt bon dans certains matchs de Ligue des Champions notamment. C'est pas à lui que je reprocherais le plus de choses en tout cas cette saison, et je conserverai un Danilo Pereira qui peut être utile dans certains matchs, mais c'est plus les joueurs que j'ai cités que je ferai partir en premier lieu et que je mettrai dessus Antero Henrique et Luis Campos. Pour Gana Gueye, je pense qu'il partira pas. Hein. D'après les infos que j'ai, il lui reste 1 an de contrat. Il doit avoir 33 ans maintenant, je crois. Voilà, s'il part libre la saison prochaine, il a une chance d'avoir encore un dernier gros contrat, peut-être dans un pays exotique, peut-être dans un pays du Golfe, etc. Ou bien Antero Henrique pourrait peut-être, vu que lui travaille maintenant, il est directeur sportif de la Qatar League, peut-être qu'il peut aussi convaincre Ghana avec un énorme salaire de quitter le PSG, donc on verra. Il y a sur le... Oui. Bon, il sera bien au Qatar en plus par rapport à ses croyances et à ses convictions sur certains combats de la société. Je pense que le Qatar, c'est effectivement une bonne destination pour lui. Ah, tu vois, il va refaire le débat, Nico. Ça, c'est fait. Il y a sur les départs et surtout les joueurs qui ne vont pas partir. Je prends l'exemple qu'a cité aussi Hugo. On parlait de Draxler et il y a aussi Thilo Kehrer. C'est des joueurs qui ont peu de temps de jeu et qui sont quand même et qui continuent encore à être appelés par la sélection allemande. Donc bon, pas toutes les sélections, mais il y a quand même une Coupe du Monde qui arrive. Et on a l'impression qu'au PSG, les joueurs, ils ont même plus cette ambition-là. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans un confort, ils sont tellement bien payés que même une Coupe du Monde, tu vois, le risque de pas la jouer, t'as l'impression que les mecs, ça y est, quoi, ils sont habitués à toucher leur salaire en faisant des matchs à droite à gauche. Alors que normalement, tu me confirmes, c'est quand même une Coupe du Monde, tu dois être motivé, tu veux du temps de jeu. Même ce levier-là, on peut plus l'utiliser quand tu es un joueur du PSG. Yes. Mais en même temps, si quand tu pars, ton salaire est divisé par 2, c'est compliqué même d'être motivé pour une coupe du Monde. Une Coupe du Monde où tu vas être remplaçant en plus, parce que la plupart, effectivement, ils sont internationaux, mais quand on parle de Draxler, de Kehrer, ils sont souvent remplaçants, ou alors ils sont pas appelés tout le temps, c'est qu'ils comptent pas dans le 11 titulaire de leurs équipes. Mais je crois que l'année prochaine, on va se retrouver avec 45 joueurs sous contrat, en fait. 45 joueurs professionnels. Parce que franchement, même avec tous les réseaux, les connaissances et les compétences, en fait, on en parle entre nous régulièrement. Le problème, c'est que tu peux avoir les plus grandes compétences du monde. Si le joueur ne veut pas partir, tu peux rien faire. Voilà. Et le problème, c'est que ces mecs-là ne veulent pas partir parce qu'ils ont leur salaire, ils sont bien. Voilà, on prend l'exemple de Kurzawa. Kurzawa, il a tous ses week-ends. Donc le mec a un salaire de fou. Il vient à l'entraînement le matin. À midi, il est tranquille. Et l'après-midi, le week-end, le vendredi, il est en week-end jusqu'au lundi. C'est exceptionnel sa vie. Le lundi, c'est off en plus. Hein? Le lundi, ils sont off souvent.
Et je suis même pas sûr qu'il va au parc le jour de match. Hein. C'est la semaine à 4 jours. Kurzawa, c'est la semaine à 4 jours, les mecs. Cherchez pas. On le voit pas. Tu vois On l'a pas vu trop au parc cette saison, hein, Kurzawa. Non, on l'a pas Ah, je veux dire, tu sais, dans les tribunes, ouais, c'est pas vraiment que les joueurs, mais ouais, c'est vrai. Et tu vois, le truc, c'est que si tu veux le faire partir, à la limite, on va dire, dégoûte-le, emmène-le au moins avec toi et laisse-le en tribune. Tu vois, il fait le 19e tous les week-ends. À un moment donné, ça va peut-être le saouler de partir à Lille, à Lens, à Lyon pour aller en tribune. Voilà, mais non, ils font même pas ça. Eux, tranquille, vas-y, va, t'es en week-end, c'est bien, voilà, bref. Mais franchement, moi, je vois pas d'issue. À part, en fait, bah, tant pis, aller au bout de leur contrat. Comme l'a dit Nico, chaque saison qui passe, c'est une saison, on se rapproche de la fin. Et puis, pas refaire les mêmes erreurs, c'est tout. En fait, on peut rien faire. Voilà, Herrera, qui va prendre Herrera aujourd'hui? Voilà. Le truc de Bilbao, la rumeur, c'est parce que il y a des élections et le président, c'est quelqu'un de proche et qui aimerait le faire revenir. Mais en dehors de ça, qui va prendre Herrera aujourd'hui? Non seulement, c'est pas un super joueur, mais en plus, le mec est blessé 9 mois sur 12. Donc, qui va prendre Herrera? Draxler, bon, lui, il n'en a plus rien à foutre. Lui, si tu le mets, il y va. Si tu le mets pas, c'est pas grave, c'est pas un problème. Oui. Voilà, et tu vois, tu te rends compte quand même qu'on est obligé de se contenter de se dire, par exemple, dans les indésirables, entre guillemets, Danilo, tu le gardes parce qu'il a le bon état d'esprit. On en est là, quoi. Voilà. Le mec a le bon état d'esprit, donc tu le gardes. C'est déjà pas mal, il y a ça. C'est extraordinaire, quand même. C'est déjà pas mal, c'est ce que je dis. Tellement ils sont peu à l'avoir, tu vois. Donc... Mais c'est ça le problème. Bah oui, bien sûr, c'est exactement ça. Donc voilà, moi je pense vraiment. Moi, honnêtement, même avec les compétences d'Enrique, honnêtement, je ne vois pas Paris faire beaucoup de ventes parce que c'est pas possible. Alors, j'ai une question pour vous trois. Est-ce que sur certains cas, le PSG ne devrait pas être radical, résilier le contrat parce que si vraiment tu veux repartir sur un nouveau projet, il y a des joueurs qui ne doivent plus être là à la rentrée. Des joueurs qui sont là depuis 2-3 ans, qui ont participé à des humiliations. Tout à l'heure, on parlait de Kimpembe, mais c'est vrai que Kimpembe, il est là depuis très longtemps et tout ce qui s'est passé de mal au PSG, je dis pas que c'est de sa faute, hein, pas du tout, mais il a toujours participé. Il y a peut-être aussi une volonté du PSG de se dire il faut vraiment qu'on fasse table rase et pourquoi pas sur certains cas précis résilier les contrats. Je sais pas ce que vous en pensez, mais soit des mecs comme Icardi, Kurzawa, etc. Il faut trouver une solution. Tu peux pas revenir encore en juillet avec ces mecs-là. C'est pas possible. Mais tu vas donner 20 millions à Icardi pour le faire partir. Alors Icardi, oui, ça va peut-être coûter un peu cher. Voilà, mais même Draxler, tu vas lui donner. Il lui reste 3 ans à Draxler. Ouais. C'est-à-dire que tu vas lui donner au moins 15 millions. Ça va te coûter 50 millions pour résilier 4 contrats. On a dit le changement, c'est maintenant. Hein, non, je vois que vous n'êtes pas très très chaud pour donner de l'argent à ces mecs-là, hein, Nico. Non, mais après, je trouve quand même qu'il y a des cas qu'il faut différencier. Oui, effectivement, Icardi, je suis d'accord, voilà, il faut virer. En plus, si tu vends Icardi, je crois que c'est considéré comme ça compte double par rapport à sa carrure. Donc, en fait, tu as vendu 2 joueurs si tu vends Icardi déjà. Donc, toi, déjà, c'est un bon début. Après, on n'attaque pas le physique, Nico. Hein. C'est vrai, pardon, je m'excuse. En plus, il va me faire une Nico, c'est les bouchers de la capitale qui vont être tristes du départ d'Icardi. Les restaurants argentins, tout ça, c'est la faillite. Hein. C'est fini les soirées au Volver, Hugo. Hein. Fini, hein. Ouais, on embrasse Carlos du Volver. Hein. Voilà, fini Carlos. Mais tu vois, un mec comme Kerrer, par exemple, même si je ne suis pas son plus grand fan, je me demande quand même si c'est pas un mec qui peut te servir dans une rotation un peu plus que ce qu'on a fait avec lui cette année, de manière un peu plus intelligente. Un mec comme Herrera, oui, je suis d'accord, terminé. Par exemple, l'utiliser dans l'axe. À son poste, en plus, ça pourrait aider, ouais. Mais tu vois, il faut différencier. Mais après, le souci, c'est que je pense que c'est un petit peu ce qu'ils avaient à l'état dans la tête quand ils ont par exemple prolongé un Draxler en se disant lui, il peut servir dans une rotation. À l'arrivée, tu l'as perdu, quoi. Tu l'as complètement perdu. Donc il y a aussi ce risque-là. Donc non, tu pourras pas. On s'amuse de temps en temps à faire la liste de tous les mecs qu'il faut vendre. En gros, moi je pars du principe que tous les mecs qui ne sont pas titulaires aujourd'hui à City, au Bayern ou au Real, ils sont potentiellement vendables. Ça fait quand même au PSG une sacrée liste. Tu vas pas vendre 20 joueurs cet été, faut arrêter de rêver, c'est pas possible. Donc tu vas repartir de toute façon avec des boulets, tu pourras pas les vendre tous. Donc je pense qu'il faut les cibler intelligemment. Il faut surtout voir ceux qui sont problématiques dans ton groupe par rapport à ce que ton coach va te demander. Par exemple, si tu estimes qu'un Icardi, ça va être plus une source de problème qu'une source de solution potentielle, effectivement, il faut l'exfiltrer d'une manière ou d'une autre.
Mais sinon, après, tu vas pas virer des mecs. Puis sur quel motif en plus, quoi, comme tu dis. Icardi, tu le vires pour quoi? Pour obésité? Enfin, tu vois, c'est pas possible de faire ça. Dagba, tu le vires sur quoi? Sur nullité dans les centres? Enfin, il faut des motifs pour virer un mec. Sinon, comme tu dis, ça va te coûter. Tu vas dépenser 100 millions d'euros pour virer des mecs. Ouais, c'est pas. Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Donc, il faut, à mon avis, en cibler 3-4 qui sont vraiment problématiques et qu'il faut effectivement essayer de dégager d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas éventuellement en filant un peu d'argent à un ou deux s'il y a besoin. Mais après, s'il y a des mecs qui en soi ne sont pas problématiques, enfin un Pierre, je pense que c'est pas une source de problème dans un groupe, par exemple. Bon, alors, est-ce qu'il faut pas se résigner à garder ces mecs-là une année de plus et puis aller voir partir libre, tant pis, qu'est-ce que je te dis? Ce que je disais tout à l'heure, on a fait des conneries, on va les payer et on n'arrivera pas de toute manière à tout régler en un été. Donc il va quand même falloir assumer quelques erreurs jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y a la solution des prêts, elle va être utilisée cet été de plus en plus parce qu'il y a moyen aussi de payer une partie du salaire, ce qui ferait que le joueur accepterait de partir en prêt tout en gardant son salaire si une partie est prise en charge par le PSG. Et sur les cas comme Icardi, clairement, je vois pas d'autres solutions parce que encore une fois, je vois pas un club l'acheter parce que d'abord, il a très peu joué cette saison. Physiquement, il a pas l'air au top. C'est un joueur que voilà, mais non, mais c'est la vérité. Il est gentil, Moussa. Il n'a pas l'air au top. Le mec, c'est un tonneau, quoi, mais il a pas l'air au top. Non, mais parce que c'est pas, comme l'a dit Hugo, c'est pas bien d'attaquer le physique, voilà. Non, mais non, là, c'est juste, c'est du gym. Il y a une photo de lui en Argentine, je sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est une boule. C'est flippant, ça. Quand tu le revois il y a 4 ans, quand il a, enfin, il y a 2-3 ans, quand tu revois les différences, mais c'est effrayant, quoi. Ah, mais après, voilà, pour ce genre de joueur, je pense que la solution, c'est le prêt tout en gardant son salaire. Et puis, tu citais Dagba. Je pense que ça va être très facile à vendre. Dagba, c'est un joueur moyen. Ils trouveront un club moyen. Moi, je m'en fais pas pour Dagba. C'est pas le joueur le plus dur à vendre. Pour moi, c'est plus les mecs comme t'as dit, Herrera. Paredes, je pense qu'il y aura pas de souci. Il partira tranquillement. Mais Wijnaldum, c'est pareil. Je pense que il pourra rebondir ailleurs si Paris se décide à le vendre. Moi, je suis d'accord avec Nico sur Thilo Kehrer parce que tu posais la question des joueurs problématiques. Un Icardi qui pose 4 jours de congé pour aller régler ses problèmes de divorce avec sa femme et ne vient pas à l'entraînement et qui en plus n'est pas en forme physiquement et qui en plus ne joue pas, ça c'est problématique parce que c'est quand même un numéro 9. Paris, je suis désolé, mais il n'y a qu'un numéro 9 dans son effectif. Kylian Mbappé est plutôt voilà, un ailier, même s'il a joué beaucoup dans l'axe cette saison, etc., en fonction des schémas et des associations. Mais tu n'as qu'un vrai numéro 9. C'était lui et il n'a pas été en forme toute la saison. Sachant que Paris a 4 compétitions à jouer dans la saison, à un moment, il aurait pu être important dans certains matchs et il n'a pas été. Donc ça, pour moi, c'est problématique. Un Thilo Kehrer qui, en plus, on l'a dit dans le podcast, a été bon cette saison quand il a été mis dans la défense centrale et qui a fait quand même sa trentaine de matchs dans la saison, même s'il a fait quelques rentrées. Mais quand il a joué, il a été plutôt bon, qui fait pas de vagues, qui a 25 ans, qui est internationalement et qui a encore joué 90 minutes contre l'Italie avec l'Allemagne et qui a fait un match plutôt bon. Moi, je trouve que c'est ce genre d'élément-là qu'il faut garder et essayer de faire progresser et de conserver dans l'effectif. Pareil que moi, un Wijnaldum, même s'il a fait une saison fantomatique et qu'il n'a pas été bon, mais il n'a pas été mis dans les bonnes conditions, il n'a pas été associé, je trouve, comme il le fallait. Pochettino n'a pas confiance en lui. Je trouve que c'est le genre de joueur qu'il faudrait conserver justement et lui redonner une seconde chance. Alors il y en a certains qui vont me dire qu'il a une bonne valeur marchande, qu'il peut peut-être repartir en première ligue. Mais moi, c'est ce genre de joueur que j'essaierai de capitaliser et d'essayer de redonner un second élan, avec notamment peut-être un nouvel entraîneur qui aura plus de considération pour le joueur qui est Wijnaldum et d'ailleurs qui va profiter, je pense, peut-être de cet été pour réfléchir un peu à tout ça parce qu'il n'a pas été pris avec les Pays-Bas pour la Ligue des Nations. Il est en vacances en ce moment, donc s'il fait une bonne préparation, etc., avec sa deuxième saison, peut-être que ça sera mieux. Mais il y a des joueurs, clairement, même si on parle d'un possible départ, qu'il faut conserver à l'image de Thilo Kehrer. Mais je suis d'accord avec toi, Mousse aussi, Colin Dagba. Ça, c'est un joueur typique qui peut être acheté, par exemple, par Auxerre pour sa montée en Ligue 1, avoir des joueurs un peu qui connaissent un peu la Ligue 1 et qui peuvent dépanner, quoi. Donc, c'est pas le genre de joueurs qui sont les plus difficiles à vendre. Ouais, tu rigoles, Yes. Ouais. Ça, tu veux mettre Auxerre dans la merde direct, quoi. Ils viennent de remonter, déjà, tu leur envoies des joueurs casse. Tu vois, ce genre d'équipe, genre, il peut aller à Lorient, il peut aller à Auxerre, j'en sais rien, c'est des joueurs quand même qui peuvent jouer dans ces clubs-là. Alors oui, d'accord, ce sera pas l'assurance tout risque, mais bon, c'est dans des clubs comme.
crois surtout qu'il ne correspond pas trop à la philosophie de jeu de Furlan, mais c'est juste une impression. D'accord, mais c'est des joueurs. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer, qui peut faire ses matchs en Ligue 1. Mais je ne comprends pas jouer en Ligue des Champions d'Europe, évidemment. D'accord. En plus, Paris va récupérer Pembele, même s'il s'est blessé. Donc, il y a Paris qui récupère quand même un autre latéral droit. Oui, Nico, tu voulais. Non, Pembele, super. Bon, alors lui, il revient il se fait les croisés. Il vient se faire une saison à Bordeaux. Ouais, on peut compter. Je pense qu'il faut vraiment miser sur lui là. Là, c'est bon choix. Non, j'ai pas dit qu'il fallait miser sur lui. Quand on parlait de Dagba, je peux dire qu'il y a un autre qui revenait. Il est là en ce moment, lui, mentalement. Lui, les 6 derniers mois qu'il a vécu, il est au top. Hein. Et Pembele pas blessé, c'est meilleur que Dagba, on est d'accord quand même. Ouais, ça a l'air mieux. Après, Dagba, de toute façon, il ira là où les tribunes sont hautes pour qu'il nique pas tous les ballons de la saison sur ses centres, c'est tout. Hein. C'est juste là son critère de recrutement à lui. Faut pas chercher autre chose. Hein. Et puis, après, sur les noms des indésirables, on déconne, on dit tous les noms, mais en fait, c'est l'entraîneur qui va les donner, qui va donner sa liste. Toi, Wijnaldum, par exemple, tu as peut-être un coach qui va arriver, qui va vouloir instaurer un système de jeu dans lequel ça va être un mec qui va te faire beaucoup de bien. Voilà, donc dans ce cas-là, on va te dire, on le garde et voilà pourquoi. Pareil pour un Kerrer, pareil pour un Paredes, pareil pour un Herrera. J'ai plus de mal à imaginer un coach dire Herrera, il va rentrer dans mon système. Mais a priori, Nico, c'est plutôt Campos quand il arrive au PSG qui a fait la liste des départs. Oui, mais bon, après l'effectif que tu mets en place, ça va pas être le même si c'est Mourinho, si c'est Zidane, si c'est Galtier ou si c'est Gallardo. T'as des mecs qui ont tous des idées de jeu différentes avec des profils de joueurs différents. Donc, il va falloir attendre le coach. Et puis, une fois que Zidane aura été annoncé, on pourra tranquillement faire la liste des départs. Voilà. Zidane, t'as dit juste pour finir sur les départs, parce il faut aussi rappeler qu'il y a des joueurs qui vont revenir de près. On a un peu rigolé sur Pembele, on lui souhaite un prompt rétablissement, mais il y a aussi deux joueurs qui ont de la valeur. Hein. Il y a Pablo Sarabia qui revient, qui a fait une excellente saison au Sporting, et tu as Arnaud Kalimuendo à Lens qui a aussi fait une bonne saison. Et pour ajouter encore les joueurs avec une petite valeur marchande, on a évidemment Leandro Paredes. Je pense que ce sera pas compliqué parce que je pense qu'il y a pas mal de clubs qui sont intéressés. Il y a qui d'autre? Voilà, je pense que voilà. Ah oui, en défense, on parlait de Kimpembe tout à l'heure. Évidemment que tu peux récupérer aussi une très belle somme. Donc normalement, tu vas pouvoir dégraisser un petit peu ton effectif, récupérer un peu d'argent avec des cas assez faciles comme ceux que je viens de citer. Et puis il y a les autres. Donc on verra si Antero Henrique a la recette. Maintenant, on va parler du côté des arrivées. Il y a un joueur qui revient souvent, c'est un milieu de terrain, c'est un joueur français. On a parlé il y a 2 podcasts du fait que le PSG voulait regarder un peu plus en Ligue 1 cette saison. Donc ils avaient ciblé Aurélien Tchouaméni qui n'a pas encore signé officiellement au Real Madrid. Paris est toujours dessus selon quelques médias. Et il y a aussi la piste Fofana de Lens, milieu de terrain de 27 ans qui a fait plutôt une bonne saison. La question c'est est-ce que selon vous ça peut coller avec le Paris Saint-Germain si on met de côté le fait qu'il n'a pas d'expérience, pas beaucoup d'expérience, il a aucune expérience il me semble en Coupe d'Europe. Vous me direz si je dis une bêtise. Il a une expérience à l'étranger, c'est ça Yacine? En première ligue il me semble. Hein ouais. Non, en Italie. En Italie, pardon. Oui, Hugo. Il a fait 4 bonnes saisons, 4 saisons à l'Udinese et c'est ça qui l'a remis un peu dans le feu des projecteurs. Il a été formé du côté du Paris FC avant d'aller à Manchester City en fait, où il n'a pas joué. Il a ensuite été à Fulham. Et c'est vraiment à l'Udinese que là, il a été remis en valeur et c'est là que Lens a lâché 10 millions d'euros pour lui et qui a été un très bon investissement. Je te laisse la parole, Hugo. Tu peux continuer vu que tu connais très bien les joueurs. Selon toi, est-ce que c'est une bonne idée pour le PSG, Fofana? Moi, j'adore Seko Fofana, mais c'est un peu le joueur que Wijnaldum aurait dû être au Paris Saint-Germain cette saison parce que il est dans un rôle un peu hybride 6-8 où il a été souvent associé à Cheikh Doucouré cette saison du côté du RC Lens où il marque ses buts, très très fiable techniquement, un joueur qui se projette énormément, qui casse des lignes, capable de marque des buts, Hugo, hein. C'est important parce que nous, nos milieux ne marquent pas de buts. Hein. Ouais, c'est ça, qui a marqué 8 buts cette saison. Ouais, c'est un milieu qui marque, c'est ça qui fait aussi la différence, qui était capitaine alors cette saison, qui a été nommé dans le 11 type de l'équipe type cette saison de Ligue 1, donc c'est-à-dire aussi ses performances. Donc évidemment, c'est le genre de joueur
auquel le Paris Saint-Germain doit s'intéresser si on s'intéresse un peu au championnat national, parce que c'est un joueur qui sait faire jouer les autres, qui est fiable techniquement, je le disais. Après, voilà, les seuls doutes qu'on peut émettre, c'est le fait qu'il n'ait pas d'expérience en Coupe d'Europe et qu'il n'ait jamais été côtoyé un vestiaire de stars avec des grands joueurs. Mais moi, sur son niveau en lui-même, j'en doute pas du tout parce que c'est un excellent joueur. Mais malheureusement, ce que je dis, c'est un peu dans le même profil que Wijnaldum. Donc, est-ce qu'il ne se marcherait pas un peu dessus les deux autres, un peu dessus les deux? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement, si lui vient vendre Wijnaldum, ça me paraît compliqué d'avoir les deux parce qu'ils ont un peu le même registre. Mais moi, c'est Fofana, je valide totalement. Surtout que c'est une opération qui coûterait pas très cher, on va dire, parce que quand c'est des joueurs que le Paris Saint-Germain veut acheter tout de suite, ils prennent 40 millions d'un coup. Là, ça serait une opération autour de 20 millions d'euros. Donc, et en plus, Hugo, il y a des bons rapports entre Lens et le PSG. On a vu que successivement, ils avaient prêté Kalimundo 2 saisons d'affilée. Donc ça aussi, effectivement, ça peut jouer. Puis le montant, finalement, 20 millions d'euros, c'est vrai que c'est pas très très cher aujourd'hui, c'est une somme, mais pour un milieu qui a fait une saison comme ça, 20 millions, je dis pas que c'est donné, mais ça va. C'est pas un prix PSG pour une fois. Ouais. On rappelle aussi qu'il a 27 ans et qu'il c'est pas un jeune prospect. Sur Fofana, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon joueur de Ligue 1, bonne doublure, mais je pense que ça peut pas aller plus. Voilà, bah, tu l'as dit, ça peut pas aller plus loin. Vas-y, prends le relais aussi. Je pense qu'il allait dire ça peut pas aller plus haut, mais moi je sais pas. Parce que ces derniers temps, c'est un peu trompé sur beaucoup de choses, donc je vais pas dire qu'il peut pas aller plus haut. Non, moi je pense qu'il y a un vrai potentiel. Déjà, voilà, Yacine, sur le profil du joueur, sur sa saison qu'il a fait à Lens, est-ce que déjà tu peux nous décrire le joueur, puis après tu nous diras effectivement si pour toi c'est une bonne chose qu'il aille au PSG. Alors Nicolas, je sais pas si tu nous entends, ça a coupé depuis quasiment 1 minute, donc je vais donner la parole à Yacine. C'est de retour. Ça marche. Vas-y, Yass. Et voilà, c'est un joueur avec un gros volume de jeu, techniquement très propre, qui a une qualité de frappe de balle, voilà, qui est capable de répéter les efforts, et ça c'est important parce que on l'a vu avec nos joueurs, c'est un peu le problème. Maintenant, effectivement, il y a les interrogations, c'est capable. Quand je dis est-ce qu'il est capable, encore une fois, il ne faut pas que les gens surinterprètent ce que je dis. Est-ce qu'il est capable de jouer tous les 3 jours à un très haut niveau? On ne le sait pas. Ça, tu le sais que quand le joueur est dedans, ouais. Avant, tu t'espères ou tu penses, mais tu ne le sais pas. Voilà. Est-ce qu'il est capable d'avoir cette importance dans le jeu en étant moins... parce que là, aujourd'hui, c'est le leader à Lens. C'est-à-dire que le coach, il le met en premier, c'est lui le leader. Quand tu arrives dans un club comme le PSG, tu vas pas être un leader tout de suite. Tu vas être le 3e, 4e milieu de terrain, etc. Est-ce que tu es capable d'être aussi performant quand il y a de la concurrence, quand tu sais que si tu rates un match, tu peux perdre ta place? C'est pas du tout le même contexte. Et quand tu es attendu aussi tout le temps, c'est-à-dire que Fofana à Lens, alors, Hugo, notamment Hugo et moi, parce qu'on travaille pour le Club des 5, on voit beaucoup de matchs de Ligue 1, mais quelqu'un qui va pas voir tous les matchs, Fofana, quand il rate un match à Lens, le lendemain dans l'équipe, on n'en parle pas. On s'en fout. Voilà, il a raté un match, on passe à autre chose. À Paris, tu rates un match, tout de suite, on te remet en question, tout de suite, ça parle, tout de suite, c'est peut-être pas le bon joueur, c'est peut-être pas machin. Il y a un contexte. Là, tu parles plutôt du côté pression du joueur qui arrive dans un grand club et qui supporterait pas la pression. Bien sûr, parce que finalement, ces deux réussites, c'est Udinese et Lens. Voilà, c'est 2 clubs moyens de leur championnat. Donc voilà, maintenant, moi, je pense honnêtement que, en tout cas pour moi, c'est au-dessus de 70% des milieux de terrain qu'on a. En plus, c'est plus jeune. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas au bout. Lui, il est en pleine force de l'âge, on va dire. Donc, voilà, honnêtement, en rapport qualité-prix, en potentiel et en bonne idée, parce que c'est un joueur de Ligue 1, c'est un joueur français, c'est un joueur voilà, qui est tout de suite intégré. Je ne suis pas persuadé qu'on ait fait beaucoup de bonnes affaires au PSG comme ça, donc évidemment que moi, je fonce direct en tout cas. Ça, Nicolas, c'est typiquement le genre de joueur qu'un club moyen de première ligue mettrait 30-35 millions d'euros pour un joueur comme Fofana. On en a vu des deals comme ça se faire. Ouais, bien sûr. Après, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, comme le dit Yacine, tu peux pas le recruter en te disant voilà le mec qui manque, le titulaire indiscutable qui nous manque dans ce milieu et qui va nous faire du bien. Parce que pour certains, ça peut être le cas avec Pogba, par exemple, même si
Ça, c'est un Ou autre. Tchouaméni? Ou même Tchouaméni par rapport à ce qu'il a montré à Monaco et avec l'équipe de France. Aujourd'hui, Fofana, tu peux pas le recruter avec tout de suite cette même vision. Maintenant, j'ai souvenir de Verratti quand il débarque au PSG où personne l'imagine comme un titulaire en puissance et par ses qualités, par son caractère, bah, il fait sa place et il devient un titulaire indiscutable. Donc, il y a un doute sur Fofana. Voilà, il y a un doute, savoir comment est-ce qu'il va gérer le contexte parisien et surtout voilà le contexte parisien, pas dans le sens Paris, c'est boîte de nuit fréquentée par Hugo et Clément. Hein, le contexte parisien dans le genre. Le contexte parisien par rapport à la concurrence et par rapport aux exigences des compétitions, voilà. Il y a un petit risque qui est limité par le côté, effectivement, il coûte pas très cher. En plus, bon, 1 million d'euros pour le PSG, même si c'était 40 ou 60, j'ai envie de dire, j'aurais le même discours aujourd'hui. Mais ça se tente en tout cas. Je pense que ça se tente parce que, ouais, Yacine le dit, il est meilleur que. Yacine, il dit 70% des milieux parisiens. Moi, je serais presque monté jusqu'à 90% aujourd'hui. Mais ouais, honnêtement, ça se tente. À ce prix-là, ça se tente sans aucune hésitation. Et puis après, bah, on verra. S'il répond au-delà des attentes, et bah, il fera une place, il fera un trou comme titulaire. Et puis sinon, tu as un très bon joueur de rotation qui te fera du bien en Ligue 1 de toute façon. Oui, si je vous comprends bien, c'est que voilà, comme tu dis, hein, sur la Ligue 1, il y a peu de doute sur ses réussites. Là, où on peut douter, c'est évidemment le manque d'expérience en Europe et voir aussi s'il peut supporter la pression d'un match de Ligue des Champions si on fait appel à lui tout de suite. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord. Hein, c'est pas une mauvaise idée. À ce prix-là, vaut mieux le prendre, surtout si tu arrives à te débarrasser d'un ou deux joueurs au milieu de terrain. Au moins, c'est un mec qui connaît la Ligue 1. Tu vois. Par contre, la priorité sur des profils à peu près similaires, on sait donc que c'est Tchouaméni aujourd'hui. Imaginons que tu rates Tchouaméni, ça va jouer après entre un Fofana et un Pogba. Et bon, moi, je suis pas trop fan de Pogba, mais tu vois, là, pour le coup, il y a un vrai débat, je pense. Il y a une vraie discussion à avoir. Parce que est-ce que tu prends, comme on disait, un joueur sur lequel tu n'as aucune certitude par rapport aux exigences du haut niveau, ou est-ce que tu vas choisir un mec comme Pogba qui va incarner, bah, lui, pour le coup, un vrai leadership, qui est au meilleur de sa forme et va tout de suite apporter des choses dès que la compétition va devenir plus relevée. C'est un choix à faire, quoi. C'est un choix à faire, et là, bah, je suis content, c'est pas à nous de le faire. Et ben on aura la réponse de Pogba le 17 juin, je crois. Hein. C'est ça, Hugo, hein, le documentaire sur Netflix. Je sais pas si vous. Je crois. Non, ouais. On en avait parlé, Hugo, tu n'étais pas là, mais. C'est là, oui, il y a un documentaire où il va annoncer un peu sa décision, c'est ça là. Alors, le nom du documentaire. C'est le Pogmentari. Ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais. Pogmentari sur Netflix le 17 juin, il me semble. Sur Amazon. Ah, c'est Amazon, pardon. Je pensais que c'était. Ils ont déjà fait des Griezmann qui avait fait pareil. Hein. Ça sera effectivement voilà, le 17 juin de Pogmentari. Voilà. Voilà, c'est ça. La décision. Avec Yacine dedans, comme intervenant. Et à qui Yacine. Ouais. Pog Yacine. Tu connais pas Pog Yacine? Bon, bah, écoutez, côté arrivé, c'était léger hein, en termes de rumeurs. Bon, je rappelle qu'il n'a pas vraiment officiellement démarré. Hein. Le mercato, il démarre vendredi, le 10 juin, au lendemain de mon anniversaire d'ailleurs. Je suis né le 9, donc j'espère avoir un petit cadeau de ce côté-là. Pas Pogba, évidemment. T'aimerais bien avoir quoi comme cadeau alors, Mousse? Qui comme cadeau? En termes de joueurs pour le mercato? Ouais. C'est une bonne question. Écoute, moi, vous allez sans doute m'insulter, mais j'ai quand même envie de voir. Je veux voir ce que peut donner Dembélé avec Mbappé. Il est gratuit, tu prends pas de risque. Alors, s'il fallait l'acheter, je t'aurais dit non, parce que ça coûterait sans doute très cher vu la qualité du joueur, même si physiquement c'est un peu compliqué. Mais là, gratuit, honnêtement, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Voilà. Je partage ton avis, Mousse. Je sais que Yacine et Nico sont pas du tout d'accord et qu'on a déjà parlé un peu sur les discussions qu'on a en off. Mais moi, Dembélé, un joueur de ligne qu'on n'a pas du tout dans l'effectif en ce moment, dans le profil. Alors je sais qu'il est souvent blessé, je sais qu'il a un entourage compliqué, je sais que la vie parisienne c'est compliqué. Oh, bah ça va, s'il n'y a que ça. Ça va. Attends, là, il voulait le défendre, là. Là, il voulait le défendre. C'est très bien les arguments contre la venue de Dembélé, c'est ceux que vous allez me sortir, donc j'anticipe déjà, je vous le donne, comme ça c'est fait. Mais moi je prendrais Dembélé parce que quand il est revenu cette saison avec le Barça, évidemment il a loupé les 3 quarts de la saison, mais il a fini meilleur passeur du Barça avec 11 passes D, il me semble.
en ayant joué un quart de la saison. Et quand il est à ce niveau-là, quand il joue et qu'il enchaîne, c'est quand même un joueur de très très haut niveau et français et qui connaît la Ligue 1 qui voilà, moi je trouve qu'il est un profil que Paris Saint-Germain n'a pas et qu'il faudrait recruter, si c'est pas lui ou au moins un autre, un joueur qui bouffe la ligne et qui virevoltant, qui casse des reins. Oui, puis encore une fois, comme je dis, c'est le pas fait qu'il soit gratuit. C'est pas Messi qui va casser des reins. Parce que Messi, c'est pas Messi qui va casser des reins, parce qu'il le fait avec l'Argentine, il est capable de mettre des quadruplés, etc. Mais avec le Paris Saint-Germain, bon, il joue pas. Comme il prépare sa Coupe du Monde pour la fin de saison, il peut pas tout faire, hein, le pauvre. Hein. Exactement. Non, pas de réaction. Hein, Je vais me faire taper dessus par les pro-Messi et par Clément Pernien, mais c'est pas grave. Pas de commentaire, j'imagine, Nicolas, Yacine, pas de commentaire. Hugo met un petit coup sur Cavani aussi pour que Clément ne te loupe pas, quoi. Ah bah, il est en fin de contrat, mais lui, Cavani, il a remercié les supporters quand il est parti de Manchester. Là, il a fait un petit mot. Alors pour le Paris Saint-Germain, il n'y avait pas eu de mot. Donc, non, c'est faux. Tout le monde dit ça, mais c'est faux en fait. Hein. Non, mais Cavani, il a mis du temps, mais il avait fait une vidéo après. Hein, rappelez-vous la petite vidéo qu'il avait faite où il parle de son départ et remercier les supporters. C'est juste qu'il l'a fait 1 mois ou 2 mois après son départ, il me semble. Je sais, je rigole, je fais. Non, mais Cavani n'a pas refusé de jouer le Final 8 et tout, alors faut le respecter quand même. Ouais, mais ça pour moi, c'est un argument qui est bidon. Ah bon? Moi, je respecte Cavani pour ce qu'il a fait. Le Final 8, c'est bidon. Non, moi, j'en veux pas pour ça. Il y a beaucoup de subs qui lui en veulent. Moi, j'en veux pas. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Moi, je retiens ce qu'il a fait pour le club, les buts qu'il a marqués, le reste. Je suis pas un romantique. Je sais très bien. Ah, on a perdu Yass. Yass, tu sais quoi, ta tête, elle a été figée à un moment. Non, ce que je veux dire, Yacine. Ah ouais, c'est bon. Ce que je voulais dire, Yacine, c'est que moi, cet argument-là, je vais pas détester Cavani parce qu'il a refusé. Parce que d'abord, on n'a pas les tenants dans les aboutissants. Vous savez maintenant que Leonardo, comment il est. Hein, vous avez vu comment il est avec les joueurs, comment les joueurs l'ont, l'ont détesté, mais presque, pas tous, mais beaucoup. Vous imaginez bien qu'à l'époque, il y a eu une discussion entre Leonardo et Cavani, et je sais que ça s'est pas très très bien passé. Et voilà, moi Cavani, je n'en veux pas. Pour moi, c'est pas un mercenaire, c'est pas parce qu'il a pas joué le Final 8 qu'on va cracher sur lui. Est-ce que sur le terrain, il donnait tout, Yacine? Il joue pour Leonardo, Cavani. Pardon? Hein? Ça a coupé, Ouais, je te disais, est-ce que Cavani a tout donné sur le terrain quand il était au PSG? Ah ouais, mais j'ai rien à dire. Non, mais j'ai l'impression que tu en veux toi aussi. Moi, je peux pas concevoir. Ah non, mais moi, j'en veux pas. Je dis qu'il faut pas surgonfler son respect, tout ça. À un moment donné, il joue pas pour Leonardo. Il a refusé de jouer le Final 8, c'est un fait. Après, le reste, je n'ai rien à foutre. Voilà. Ok, non, mais après, c'est ton avis, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est intéressant ce sujet-là. Mais tiens, vous deux là, donnez votre avis, parce que moi, ça m'intéresse en fait. Vas-y, Nico. Sur Cavani. Ah, moi, comme Yacine. Là, il a l'air super énervé, là. Donc, comme Yacine, moi. C'est bizarre, ça m'étonne pas beaucoup. Hein. Hugo, est-ce que tu peux appeler Clément? Est-ce que tu peux m'envoyer un peu du renfort? On va faire un visio, là. Non, mais je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, quand il était sur le terrain, au moins, il se donnait, etc. Faut rappeler quand même que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Faut lui reconnaître ça. Il les a mis, ses pions. Après, sur le Final 8, oui, c'est un événement parmi son aventure au Paris Saint-Germain. Et pour moi, s'il faut retenir que ça pour détester le joueur. Mais je sais qu'il y a plein de supporters, je vois sur les réseaux, il y a plein de supporters qui se font arrêter le mythe de Cavani, etc. au Paris Saint-Germain, qu'il aimait les supporters. Il les a pas remerciés quand il est parti, s'est barré comme un voleur, etc. Et t'as d'autres qui louent le fait que voilà, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc il y a les deux. Et moi, je suis pour qu'il ait la nuance dans les débats foot. Et donc je suis ni pro pas Cavani, ni contre, etc. Tout ce qu'il a fait. Voilà. Un peu de tout à fait d'accord, du coup. Qu'est-ce qu'il y a, Yacine? Tout à fait d'accord, Hugo. J'ai pas. J'entends pas parce que ça lag un peu des fois, donc c'est en décalé. T'as dit quoi, Yacine? J'ai dit j'étais dans la nuance, moi aussi. Ah oui, toujours. Yacine, toujours dans la nuance. Bon, on ferme la parenthèse Cavani. Hein. On a fait un petit débat parallèle sur Cavani, c'était sympa. Pour rebondir sur Dembélé, effectivement, il va falloir un joueur de ce profil-là pour remplacer Di Maria. Et moi, je sais pas ce que vous pensez de ce joueur-là, mais je pense qu'il faut plutôt aller chercher un mec comme Anthony de l'Ajax qu'un Dembélé.
personnellement, je miserais plus sur ce genre de profil, un peu plus fiable a priori physiquement. Oui, moi, c'est surtout sur le profil que je voulais qu'on recrute un joueur parce qu'on n'en a pas et Di Maria qui faisait que dans ces dernières saisons de recoller, de revenir au milieu de terrain et de venir s'engouffrer dans le milieu de terrain où tu as maintenant déjà Messi, Neymar, etc. Je trouve que c'est pas ce qu'il faut et voilà, tu as raison Nico sur le fait qu'il faut un joueur qui reste vraiment à bouffer la ligne et qui écarte les défenses. Surtout, il faut qu'on est souvent face à des blocs regroupés, etc. Et c'est le genre de joueur Dembélé qui apporterait vraiment un vrai plus dans le jeu du Paris Saint-Germain. Mais ça peut être un autre profil comme Anthony qui a fait une très bonne saison avec l'Ajax, bien sûr. De toute façon, encore une fois, à partir de vendredi, hein, il y aura pléthore de rumeurs. Et je crois que d'ailleurs, Anthony a déjà été associé au PSG, donc on verra. C'est un jeune joueur, hein, il me semble. Il est jeune, Anthony. Hein. Ouais. Ça risque de coûter cher, ça aussi. Hein. Ça coûtera cher, effectivement. Ouais. Il est international? Ouais, oui, il a déjà joué avec le Brésil, il me semble. Hein. Donc ça va coûter très cher. Dernière partie du podcast, on va revenir sur la valse des coachs qui sont annoncés au Paris Saint-Germain. Il y a deux noms qui sont revenus avec insistance ce week-end, des noms qu'on avait déjà entendus, mais là c'est un peu plus sérieux, j'ai envie de dire. C'est Galtier, Christophe Galtier, d'une part, et la dernière piste c'est Marcelo Gallardo, le coach de River Plate. Qu'on connaît forcément moins ici. Yacine, je crois que tu le connais parce que tu as vu quelques matchs de River. Enfin, tu connais un peu le style de coach que c'est. On va commencer par celui qu'on connaît le mieux, c'est Christophe Galtier, parce que j'aimerais bien avoir vos avis dessus. Vas-y, Hugo, comme on t'a pas beaucoup entendu ces derniers temps dans le podcast, sur Christophe Galtier, est-ce que pour toi, vraiment, c'est une piste farfelue où tu dis, why not? Laurent Blanc, en son temps, avait plus ou moins réussi alors que il n'avait pas d'expérience. Il avait été quand même champion avec Bordeaux. Il avait été quart de finaliste en Ligue des Champions, éliminé par Lyon, il me semble, à l'époque. Galtier, pour toi, c'est improbable, Hugo, ou bien si c'est le directeur sportif qui le choisit, il faut lui faire confiance. Alors déjà, je pensais pas que cette piste déchaînerait autant de commentaires parce que j'ai vu que ça a déchaîné la tutosphère sur le choix de Christophe Galtier. Alors déjà, il faut dire que Christophe Galtier, c'est un entraîneur qui a toujours respecté le Paris Saint-Germain, que ce soit dans des propos, dans ses déclarations d'avant-match, ou sur les joueurs, ou sur l'institution. Ça se voit que Christophe Galtier aime le Paris Saint-Germain, en tout cas dans ses matchs, etc., dans ce qu'il renvoie, dans la stature qu'il a pris, qu'elle soit internationale ou voilà, dans sa démarche. Hugo, oui. J'ajoute deux petites choses, après je te laisse finir, parce que je sais que c'est important pour Yacine, peut-être pour Nico, on verra. On rappelle que c'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille et aussi un ancien adjoint, il est adjoint de Perrin à l'époque, où Perrin coachait l'Olympique de Marseille. Donc, tu me diras si toi aussi ces arguments, voilà, si c'est important ou pas. Je te laisse poursuivre. Franchement, moi, pas du tout, parce que s'il faut commencer à remonter à telle année où il a joué machin, c'est ok, il a été joueur de l'Olympique de Marseille, mais s'il faut faire ça à chaque fois, t'as pas fini. Il y en a forcément, il y a beaucoup de joueurs et de coachs actuels qui sont passés par l'Olympique de Marseille, donc s'il faut commencer à faire ça, tu te resteras un peu dans les choix. Après, sur le choix Christophe Galtier, le problème c'est qu'il n'a pas de référence en match de Coupe d'Europe. Quand il a fait un parcours avec Lille, ils ont terminé dernier dans leur poule, où il y a des difficultés. Il n'a jamais eu un effectif à gérer comme ça de grosses stars. La plus grosse star, et je rejoins ce que Walid Acharchour disait dans son intervention à l'after, le plus gros joueur qu'il a dirigé, c'est Burak Yilmaz, on va dire. Donc, Renato Sanchez, non? Ouais, Renato Sanchez, mais on va dire que Burak Yilmaz avait plus... Parce qu'Yilmaz, c'était pas une star, Yilmaz. Il débarque à plus de 30 ans au LOSC, c'est pas une star. D'accord, mais il est capitaine de la sélection turque et c'était un joueur qui arrivait avec des garanties quand même. Qui avait un palmarès et en tout cas qui avait un certain niveau. Oui, mais en Europe, ce que je veux dire, Hugo, c'est qu'en Europe, le nom de Burak Yilmaz, il représente pas grand-chose. Peut-être que Renato Sanchez, qui était passé par le Bayern, qui avait explosé avec l'équipe du Portugal, voilà, c'était dans ce sens-là. Mais je parle aussi dans les égos à gérer, etc., on va dire des stars un peu. Et on l'a vu avec Gourvenec, où ça n'a pas trop matché cette saison, et comme quoi Galtier avait su bien le prendre et bien le faire fonctionner dans l'équipe. Donc, de dire que c'est un mauvais choix, je sais pas, mais en tout cas, de dire qu'il a pas de référence en Coupe d'Europe et que Paris Saint-Germain cherche un entraîneur. Enfin, on l'a dit dans le podcast il y a plusieurs saisons, concernant l'entraîneur à choisir, avec tous les coachs qui sont passés, il faut un entraîneur qui sait gérer un vestiaire, qui est capable de comprendre, on va dire, et d'imposer quelque chose tactiquement. Christophe Galtier,
Sur les saisons qu'il a fait à Lille, très bien. Sur ce qu'il a fait avec Saint-Etienne, très bien. Sur ce qu'il fait à Nice, j'ai plus de doutes. Parce que pour moi, la saison à Nice qu'il vient de faire est pas folle. On n'a pas vu grand-chose tactiquement. Et avec un effectif comme le Paris Saint-Germain où tu dois exiger des choses à certains joueurs, je suis pas sûr que ça colle vraiment avec Christophe Galtier. Mais en tout cas, à dire que c'est un mauvais coach, non, c'est un très bon coach, Christophe Galtier. Pour entraîner le Paris Saint-Germain, je sais pas, j'ai plus de doutes. Je préférais un entraîneur à la José Mourinho ou à la Zinedine Zidane qui ont gagné dans des gros effectifs. Et moi, je préférais ce style d'entraîneur qui a gagné quelque part, qui est respecté par les joueurs. Alors, je sais que Mourinho, des fois, ça en arrive même à des clashs parce que il a des idées très arrêtées et des fois, il y a des joueurs qui collent pas à sa stratégie ou à son plan de jeu, donc ça dégage. Zinedine Zidane, évidemment, numéro 1, et je prendrais un profil type José Mourinho en numéro 2. Et on sait que Luis Campos aussi a des affinités avec lui. Mais apparemment, ça a été démenti, il va rester à l'AS Roma, donc il faut l'écarter. Donc pour moi, le choix numéro 1, ça serait Zinedine Zidane par rapport à ce qu'il a fait avec le Real Madrid, savoir gérer les égos, tirer la quintessence de son effectif et gérer des effectifs de stars et surtout un entraîneur qui serait respecté par ses joueurs, plutôt à Christophe Galtier qui, comme je pense beaucoup de joueurs ne connaissent pas Christophe Galtier, bon, sauf ceux qui sont en Paris Saint-Germain depuis une longue saison et donc qui connaissent Christophe Galtier parce qu'il a marqué la Ligue 1, mais pour la Coupe d'Europe et à l'étranger, j'ai plus de réserve. Nicolas, est-ce que tu es d'accord avec Hugo, notamment sur le côté gestion du vestiaire de la part de Christophe Galtier et aussi de par son expérience depuis Saint-Etienne? Est-ce que tu considères que ça peut être l'homme du changement, Christophe Galtier au PSG, Nico? Ça me fait un peu penser à la nomination de Laurent Blanc à l'époque. Je trouve que c'est un petit peu, on est un petit peu dans le même schéma. Beaucoup de doutes, les gens qui pensaient qu'il n'y avait pas l'aura nécessaire. Alors bon, Laurent Blanc, en plus, il avait pour lui pourtant une carrière de joueur, un titre de champion du monde. Enfin, je pense qu'un Laurent Blanc n'existe plus dans le paysage international qu'un Christophe Galtier. On en a parlé dans le Space ce week-end, Mousse. Le bon choix du coach, c'est le coach qui sera demandé par Campos parce que ça collera à la politique sportive qui est mise en place. Voilà. Sur le papier, moi, c'est pareil. Galtier, ça me fait pas rêver plus que ça. J'ai beaucoup de doutes sur sa capacité à gérer des grandes stars. Comme le dit très bien Hugo, sa saison à Nice, alors Hugo, Hugo, on le connaît, il est un peu politique. Hein, il dit il n'a pas été totalement convaincu. Je vais le dire autrement, il a fait une très mauvaise saison avec Nice, tactiquement parlant notamment. C'est une équipe qui a proposé très peu de choses. Regarder des matchs de Nice cette saison, ça a été à chaque fois une torture. Donc beaucoup de doutes sur lui, mais voilà, si Campos met en place un projet et que Galtier correspond à ce qu'il veut mettre en place, bah, il faudra leur faire confiance et pas les dézinguer au bout de 10 jours en disant que c'est pas bon, c'est pas ce qu'on voulait et que le premier match amical de préparation, ils ont joué comme des pieds et qu'en fait voilà, c'était pourri. Donc faudra leur laisser du temps. Après sur les autres noms qui circulent, bah, je vous ai déjà expliqué, Mourinho pour moi c'est une source à problème intarissable. Donc, je suis très, très opposé à cette idée-là. Je pense que ce serait vraiment prendre un gros risque et mettre une grenade au milieu du vestiaire et attendre qu'elle explose. Gallardo, j'aime bien la manière dont il fait jouer ses équipes, mais est-ce que c'est un mec qui peut rentrer dans le projet que tu veux mettre en place? Je sais pas. Et puis Zidane, bah, c'est encore une fois Zidane, c'est le côté politique du vestiaire. Et j'ai même envie de vous dire que Zidane, c'était un profil que je trouvais idéal il y a 6 mois, dans le merdier total dans lequel le PSG semblait plonger pour l'éternité. Maintenant qu'ils ont fait de grandes paroles, qu'il y a une volonté de changer, de structurer tout ça et de donner un peu de cohérence au projet sportif, je suis pas sûr que Zidane, du coup, ce soit l'entraîneur le plus approprié, parce que c'est pareil, en termes de jeu, moi, Zidane, c'est pas du tout le mec qui me fait rêver. Donc voilà, en gros, je viens de vous écarter les 4 possibilités là, donc désolé. Donc on n'aura peut-être pas de coach. Mais non, honnêtement, laissons Campos choisir l'entraîneur, que ça colle au projet sportif. Voilà, moi je pense que c'est le plus important et qu'on les laisse travailler ensemble pendant 6 mois, 1 an, sans se mêler de tout. Et puis on fera un bilan dans 1 an, voir si ça marche ou pas. Merci Nico. Yacine, sur Galtier, avant qu'on parle de Gallardo, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque qu'il soit un peu intimidé par ce vestiaire? On se rappelle de la relation on sentait qu'il y avait une admiration, par exemple, de Laurent Blanc pour Zlatan Ibrahimovic. Est-ce qu'il y a pas un risque pour Galtier parce que là c'est pas Ibrahimovic, là t'as Messi, Mbappé, Neymar, ça fait quand même du très beau monde. Est-ce qu'il risque pas d'être un peu dépassé? On a vu quelqu'un comme Pochettino qui a quand même un peu plus d'expérience que
que Galtier, notamment sur la scène européenne, qui a eu lui du mal à gérer un peu ce vestiaire, qui était obligé de mettre titulaire à Neymar alors qu'il était peut-être pas bon prêt physiquement. Messi, il l'a sorti une fois, il l'a plus jamais ressorti. Qu'est-ce qu'on peut penser de Galtier dans ce cas-là, alors, Yass? Bah, je pense que de toute façon, la clé, comme l'a dit Nico, c'est le pouvoir qu'on va donner au coach par rapport à sa relation avec le président et le directeur sportif, à savoir, bah, effectivement, Messi, Neymar, Mbappé ou qui tu veux, si à un moment donné je dois te sortir à la 70e, et bah, tu sors et tu te la fermes. Voilà, si tu n'as pas ce pouvoir-là, de toute façon, j'ai envie de te dire, Galtier peut-être un peu plus, parce qu'effectivement, il n'a jamais géré de grands vestiaires, mais même si tu mettais un Mourinho, ça partirait au clash, ou ça finirait mal. Voilà, dans les deux cas, c'est-à-dire que soit le coach prendrait la décision de sortir un de ses grands joueurs contre l'avis de tout le monde et ça partirait au clash, soit il les laisse sur le terrain et à ce moment-là, il fait plus son métier. Donc, Voilà. donc de toute façon, que ce soit Galtier ou un autre, il y a pas de, ce sera toujours le même problème. Moi, le seul truc, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir Galtier et Gallardo sur la même shortlist. Voilà. Je reviens sur ce que je dis. Mais en fait, pour moi, déjà, là, il y a un problème. Il y a un problème de projet parce que ton projet, il n'est pas défini. Si tu as Galtier, c'est un style de jeu. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de s'adapter. Mais malgré tout, un entraîneur, il a des convictions. Et pour transmettre quelque chose, il faut aller dans tes convictions. Si moi, je suis un entraîneur défensif et que demain, j'ai envie de me la raconter à faire un football offensif, mais que ce n'est pas mes convictions, ça va coincer à un moment donné. Ça va coincer dans la façon dont je vais transmettre mon message. Ça va coincer dans la façon dont je vais vouloir faire évoluer mon équipe parce que je ne maîtrise pas forcément ce jeu-là. Donc, je vais dépendre plus des joueurs que de ce que je vais mettre en place. Je ne comprends pas. Je répète tout le temps le même exemple parce que c'est peut-être plus parlant. Mais moi, quand sur une shortlist, tu avais à l'époque Christian Gourcuff ou Antonetti, pour moi, ton projet n'est pas cohérent. Ouais. Vas-y, Go, Vas-y, Go. C'était pour aller un peu dans le prolongement de ce que disait Nico tout à l'heure par rapport au fait que en fait, le meilleur choix, il a raison, ça sera la bonne adéquation entre Luis Campos et l'entraîneur. Et d'ailleurs, il a dit il y a quelques jours dans un forum où il était invité, Luis Campos, un forum organisé par Heitor Caranca, ancien adjoint de José Mourinho, sur comment on recrute un entraîneur, etc. dans un club, comment ça se passe avec la cellule de recrutement. Et il a dit quelque chose d'intéressant qui peut laisser découler de ce qu'il va faire au Paris Saint-Germain. Il a dit quand il y a un projet, qu'on a le temps dès le début de saison, il s'agit de trouver un entraîneur qui correspond le mieux à la culture et à l'ADN du club. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, la langue, le style de jeu, le caractère et la personnalité. Donc on a quand même des indices sur le possible choix, futur choix d'entraîneur, sachant qu'il sera pris en concertation avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, qui aura, on va dire, un des derniers mots. Donc sauf qu'Hugo, on a l'impression que le choix de Galtier par Campos, c'est histoire de se dire, je le prends parce que je suis sûr qu'il va pas m'emmerder. Il acceptera les joueurs que je veux lui ramener. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément sur ses qualités de coach intrinsèques, mais plus pour le côté, on se connaît, on a déjà bossé ensemble, et je vais pouvoir bosser tranquillement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Yass. Mais là, ce que tu es en train de dire, s'il y en a qui avaient de l'espoir avec Campos, ce que tu es en train de dire, tu es en train de détruire tout le monde. Parce qu'en fait, Non, ce n'est pas un choix. Non, je pose la question. Hein. Je Non, dis pas que je c'est sais, ça. je sais, mais je comprends ce que tu dis. Mais si justement sa réflexion, c'est ça, mais en fait, le projet, il est mort-né, quoi. Parce que Ouais. si le projet, c'est de dire, je vais prendre le mec avec qui j'ai déjà bossé, qui va pas me faire chier, bon, à mon avis, ton projet, il n'est pas bien ficelé et il est déjà bancal. Mais je voulais juste dire à moi, après je laisse parler les autres, sur l'histoire de Marseille et tout, parce que Hugo a dit quelque chose tout à l'heure, on va pas remonter. Moi, je suis désolé, je suis encore attaché à certaines choses. Et pour moi, il est trop marqué Marseille, Galtier. Franchement, ça me dérangerait qu'il vienne au PSG. Après, ça ne veut pas dire qu'il réussira pas, ça ne veut pas dire que voilà, après tu l'acceptes, hein, c'est pas moi qui fais les choix, c'est pas moi qui fais le chèque. Mais voilà, et Zidane, c'est pareil, c'est-à-dire que Zidane, il y a le jeu, il y a le côté marseillais, voilà, moi, ça, je suis désolé, ça me dérange. Alors, on a vu avec Pochettino que l'image PSG, ça ne veut pas forcément te faire réussir, mais voilà, j'ai quand même encore un peu de mal avec ça. Voilà. Nico, et après je te donne la parole, Hugo. Après, honnêtement, moi c'est pareil, j'espère beaucoup dans Campos et dans la nouvelle structure du club, mais imagine Campos qui tombe d'accord avec, je sais pas, on va dire Galtier. Le projet se met en place, il veut choisir Galtier, ils se sont donné une deadline pour l'officialiser, je sais pas, le 15 juin, et t'as l'émir le 13 qui a l'accord de Zidane. Les gars, faut être honnête.
c'est l'émir qui va choisir l'entraîneur en fait, c'est pas Campos. Donc on aura toujours de toute façon, je pense, ce côté Qatar qu'on a depuis 10 ans, à savoir que on sera jamais à l'abri d'une décision un peu bling bling ou un petit peu sur un coup de tête de l'émir qu'un truc cohérent. Et ça, bon, j'espère que ça va pas se produire, mais il y a toujours ce risque. Il faut en avoir conscience quand même. Et parce que l'idée, Nico, c'était de nommer un DS qui aurait les mains libres pour choisir un entraîneur, mais on a l'impression que plus les jours avancent et plus on a deux sons de cloche. C'est-à-dire qu'on a Luis Campos d'un côté qui fait sa liste, et d'un autre côté, tu as le Qatar qui essaye de convaincre Zidane, ou peut-être qui sont aussi sur d'autres pistes, parce que je suis pas sûr que Gallardo soit Campos. Moi, je sais pas, j'ai un doute. Vas-y, Yass. Non, c'était pour dire par rapport à ça, justement, tout ce qu'on dit là, moi, je sais pas que je veux pas de Galtier parce que c'est pas bling bling. Hein. Parce qu'il y a aussi ce débat en ce moment, ouais, vous voulez pas de Galtier, vous voulez du bling bling alors que vous vous plaignez. Moi, je veux pas de Galtier juste parce que c'est pas du tout mon football. Voilà, je kiffe pas ce qu'il propose. C'est pas parce qu'il est pas bling bling. Moi, tu me ramènes à Amorim. Amorim, il est pas bling bling. J'ai vu son football et c'est autre chose que Galtier. Hein. Et sur Gallardo, le profil, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent le profil de Gallardo entraîneur, vu qu'il c'est championnat argentin et que moi personnellement, j'ai jamais vu un match de River Plate sous Gallardo. Donc ça donne quoi Gallardo C'est quoi? C'est un peu le style Amorim? C'est plutôt Conceição, c'est entre les deux? Non, on est plutôt style Amorim parce que c'est un joueur qui aime faire jouer ses équipes avec de la technique, avec de la possession. Voilà, c'est aussi l'entraîneur qui a ramené River sur le devant de la scène quand même. Parce que quand il reprend River, à ce moment-là, Boca est plutôt devant. Sur la scène d'Amérique du Sud, c'est les clubs brésiliens et il ramène River sur le devant de la scène parce qu'il fait pratiquer vraiment un bon football, il aime le jeu. Et d'ailleurs, dans ses interviews aussi, il parle beaucoup de jeu. Donc c'est beaucoup plus, oui, c'est plus Amorim. On va dire c'est plus entre guillemets, hein, c'est juste pour bien comprendre, c'est plus l'école Guardiola du jeu que Mourinho de l'état d'esprit et du combat, quoi. Voilà. Si je devais caricaturer, Conceição, t'es dans l'école Mourinho, Gallardo, t'es dans l'école Amorim, Guardiola, tout ça, quoi. Voilà. C'est l'école Bielsa, on va dire à peu près. Ouais, le jeu, d'abord le jeu, quoi. Ouais. Pour finir le podcast, monsieur, un avis sur Gallardo, et puis après je vous libère. Hugo. J'ai pas vu son équipe jouer. Je juge pas quand je connais pas, donc je peux pas juger de l'entraîneur qui est Gallardo, mais je vois que des bons retours et y en a j'ai vu des gens qui suivent le championnat argentin dire que Gallardo proposait un beau football, qui a été déjà courtisé par des clubs en Europe pour le faire venir, mais que ça s'est pas fait encore. Mais pour diriger le Paris Saint-Germain, je suis pas sûr que je connais un peu le joueur. J'ai vu des vidéos, etc. J'ai un peu vu jouer. Mais alors entraîneur, franchement, je peux dire à des bons sites que j'ai lu un article dire ouais, c'est un joueur qui fait jouer ses équipes, qui aime bien le jeu. Mais sinon, je l'ai pas vu jouer. Donc, enfin, je l'ai pas vu entraîner. Donc, je peux pas me permettre de donner un avis qui serait le bon. Après, ancien joueur de Ligue 1, passé par Monaco, Paris. D'ailleurs, il a eu un souci avec Galtier hein, lors d'un Marseille-Monaco. Il me semble qu'il l'a giflé, Galtier, ou lui a mis de droite. On les fout sur un ring et puis pour le premier qui met KO l'autre, et ben il a le poste. Puis voilà, hein. Non, mais s'il y a un PSG Nice, ça peut être sympa, quoi. si Galtier reste à Nice. Et pour conclure, Nico, peut-être un mot sur Gallardo. Parce que Gallardo, il en parle souvent, il n'a pas oublié cette histoire. Bah oui, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Allez, Nico, tu as le mot de la fin sur Gallardo. Déjà, je vais dire bravo à Hugo parce que je connais des mecs sur des grandes radios, ils ont regardé 3 vidéos YouTube et ils se sont autoproclamés experts du foot américain. Donc, t'aurais pu la faire, t'aurais pu jouer l'escroc, ça serait passé nickel, Hugo. Hein. Donc moi je vais vous dire Gallardo, je suis allé une fois dans un resto argentin, donc je connais assez bien le football argentin du coup. Et non, Gallardo c'est pareil, moi j'ai pas vu jouer River Plate depuis je pense 1985, donc je vais pas vous faire l'expert. C'était un joueur que j'aimais bien en tout cas. Effectivement, j'ai lu des interviews de lui, j'ai lu des articles. Effectivement, il y a effectivement cette notion de jeu qui ressort toujours, donc c'est en tout cas une philosophie qui me parle plus qu'un Mourinho. Voilà, c'est comme ça. Après, toujours la même chose. Est-ce que c'est un mec qui peut arriver au PSG comme ça et changer complètement de dimension parce que qu'on le veuille ou non, entraîner River et entraîner Paris, c'est pas du tout la même chose, je pense, même si chaque poste a son lot de pression. Mais voilà, c'est
C'est peut-être une marche un peu haute, mais s'il est dans un bon contexte, dans un bon environnement, avec les clés du jeu qu'on lui demande, les joueurs qu'il voulait et que tout se met en place, ça peut très bien fonctionner aussi. Donc voilà. Maintenant, je pense pour finir là-dessus, je pense qu'on entend beaucoup de noms en ce moment et que la shortlist du PSG, elle est peut-être pas aussi longue que ça en fait. Hein. Attention à ça aussi, parce que j'ai l'impression que tous les jours il y a un nouveau nom qui se rajoute à la liste. Il n'y a pas une liste de 35 noms qui sera étudiée dans 2 mois. Hein, je vous le dis, hein, à mon avis, il y a 2-3 mecs qui sont sur dessus. Là, je reste persuadé que la priorité absolue c'est Zidane et que le fait que ce soit toujours en discussion, c'est qu'il a pas dit non. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Il a toujours pas dit non, parce que sinon il y aurait plus de discussion. Et que si Zidane ne vient pas, effectivement, je pense que quand même, je pense que Galtier, par rapport à ses liens avec Campos, pourrait être a priori une piste très crédible. Je pense que ce serait un des deux, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y aura un coach français sur le banc du PSG cette saison. D'accord. Donc toi, c'est quoi? C'est soit Galtier, soit Zidane, quoi, du coup. Je pense que c'est Zidane la priorité, que si ça se fait pas, je pense qu'ils vont opter pour Galtier. Ouais. Si je devais mettre des sous, j'en ai pas beaucoup, mais si je devais en mettre, ce serait là-dessus. Bon. Après Paris, on aurait pu suivre l'exemple du Bayern, hein, qui a fait confiance à Nagelsmann. C'est un jeune coach, alors il avait quand même une expérience en Bundesliga, mais c'est vrai que si tu fais venir un mec comme Gallardo, ça peut aussi faire ce qu'a fait Munich, c'est-à-dire voilà, tenter un pari avec un jeune entraîneur, des principes de jeu, même si évidemment Nagelsmann entraîne en Europe, donc pour lui c'est plus une continuité. Yacine a bien fait de le rappeler, hein, le championnat argentin est complètement différent de ce qu'on peut voir en Europe. Donc, c'est pas la même façon de jouer, d'appréhender les matchs, etc. C'est pas une réussite sa saison sur le banc du Bayern quand même. On a vu mieux comme première au Bayern. Hein, C'est ce que j'ai Ouais, dit. bien sûr, mais je pense qu'ils vont lui laisser le temps, tu vois. Il vient d'arriver, hein, en même temps, c'est normal. Ouais, mais j'allais rejoindre ce que dit Nico. C'est pas une première saison très très réussie. Même le championnat qu'ils ont gagné, ça a été compliqué. En Ligue des Champions aussi, il y a des joueurs qui sont plaints un peu de sa méthode. Pour l'instant, le cap entre Leipzig et le Bayern, évidemment, on parle toujours de ce cap-là entre différents clubs. Pour l'instant, évidemment, c'est sa première saison. Il faut le Après, dire. c'est très difficile, Hugo. Hein. Tu reconnaîtras qu'entraîner Leipzig avec des jeunes joueurs que tu as pu façonner toi-même et arriver dans un vestiaire. On sait en plus que le vestiaire du Bayern, il est très très compliqué. Moi, je trouve qu'il sort en quart de finale. Il gagne pas la Coupe nationale cette année en Bundesliga. Il prend le championnat, il sort en quart de finale. Pour un mec qui a jamais entraîné une grosse écurie, après voilà, faudra voir la saison prochaine. Effectivement. On dirait la saison du PSG, quoi, en fait. Mais on sort en 8e, c'est pire. Un tour avant. Non, mais évidemment, il faut laisser le temps. Ça, l'entraîneur, il a montré qu'il méritait qu'on lui fasse confiance. Mais c'est une première saison. Voilà, il faudra confirmer sur la deuxième parce que au Bayern, même si évidemment on laisse travailler les entraîneurs, etc., et qu'on casse pas tout comme au Paris Saint-Germain, les résultats c'est très très important là-bas. Hein. Les trophées aussi. Donc ils laisseront pas une deuxième saison, je pense, comme ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Juste pour vous dire que Messi a mis un quintuplé. Je sais pas si vous avez vu. Il a mis 5 buts face à l'Espagne. J'ai dit quadruplé mais tout à l'heure, mais c'est quintuplé, ouais. En même temps, il s'est préparé toute la saison pour arriver au top le 20 juin, 15 juin. Oui. C'est normal, soyez pas choqués de ce qui se passe. C'est vrai, les gars, que Messi en sélection, même sur son body language, c'est une expression qui est à la mode, tu sens que le gars, il est souriant, il est épanoui, il est heureux, quoi. Alors qu'en France, on n'a pas les même le dernier jour du championnat, quand on a fêté le titre et tout, complètement effacé, complètement éteint, quoi. En tout cas, Pochettino, il avait dit dans la dernière interview, on prépare nos joueurs pour les sélections. Il n'a pas menti. Regardez bien les matchs en sélection, vous allez voir, les Parisiens, ils sont au top. Et préparez-vous, parce que l'année prochaine, entre septembre, octobre, début novembre, ils vont aussi se préparer pour arriver au top au Qatar. Après, s'ils se préparent, ils nous font gagner des matchs, tant mieux. Hein. Ouais, mais en général, tu ne te prépares pas comme ça, tu te prépares à monter, et c'est au moment, le 20 novembre, normalement, ils vont être au top. Là, j'ai vu passer une compile de match de Messi contre l'Italie lors de la finalissima, là où il a fait un match énorme. J'ai jamais vu faire ça au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Il se bouge, il se dépense, il multiplie les appels, il dribble 2-3 joueurs, il fait la bonne passe. Bon, les bonnes passes, c'est toujours les faire, donc ça, je vais pas exagérer non plus, pas forcer le trait. Mais autant d'activité, autant d'énergie déployée, j'ai pas vu faire un match comme ça au Paris Saint-Germain cette saison. Ouais, mais après, je pense que les sifflets après Madrid et tout, ça lui a fait beaucoup de mal. Je pense aussi le fait que tous les Argentins l'ont défendu, et notamment les médias. Et quand il revient, lui, il se sent super aimé en Argentine. Voilà, ça. Encore une fois, le mental, il joue beaucoup aussi là-dedans. Hein. Voilà. Ouais. Écoute, tant mieux. Hein. Il a dit dans une interview que sa première saison était compliquée avec le changement de pays, etc., de culture et tout.
On va voir ce qu'il va faire la deuxième saison. On va voir si c'était que c'était vraiment la première saison qui était compliquée ou s'il se fout vraiment de notre gueule. Et puis là aussi, le rôle du nouveau coach, s'il y a un nouveau coach, il sera très très important aussi. Donc voilà, je pense que tout est lié, tout est lié. Je pense qu'on a tout dit. Personne ne veut rien ajouter, tout va bien. C'est bon. C'est bon. Bon, je vais vous libérer, messieurs. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Je crois qu'on a perdu Nico, je crois. Non, je suis revenu. Il est sur un Ah sourire. oui, c'est pour ça que je voyais un sourire béat. Je suis revenu. Ta caméra, t'as eu Je me suis... Nico. Malheureusement, c'est des expressions faciales intéressantes, quoi. C'est pas je me grave, suis Yacine, retenu, il coupera, Yacine. Hein. Et j'étais à 2 doigts du fou rire parce que sa tête, elle était magnifique. L'arrêt, il est magnifique. La moto, elle s'arrêtait juste comme il faut. Désolé, mais je vais la prendre Nico, sa tête, quand même. Alors, évidemment, on est un peu désolé. Il y a eu quelques petits soucis de connexion pendant le podcast. Bon, j'espère quand même que vous allez pouvoir le voir de manière correcte, bien nous entendre. C'est le plus important. Après, je pense aussi, peut-être à cause des orages, vous êtes à Paris. Voilà, peut-être que la connexion, elle est un peu plus difficile. Là, ça va, il fait pas moche aujourd'hui. Hein, donc, Ouais, je parlais du week-end. Ça a peut-être fait des dégâts. J'essaie de trouver des petites excuses, Hugo. c'est bon. Parce que les mecs, ils vont croire qu'on est en ADSL encore, tu vois. En tout cas, merci à Nico. Je te laisse sur cette image figée, Nico. Merci d'avoir. Je suis revenu là. Ah non? Non, toujours pas. C'est vrai? Ah, tu sais, parce que moi, c'est je suis revenu. Si tu veux, tu peux couper et revenir. On t'attend pour faire une. Non, je vais l'assumer. Par contre, je dis juste à Hugo que j'ai pas mal de trucs que j'avais pas fait circuler sur Twitter. Donc voilà, juste réfléchis, Hugo, c'est tout. Il y a toujours 2 coups de pression d'avance, Nico. Il y a toujours un dos sur toi. J'ai des dossiers sur tout le monde, en fait. Il t'enterrera dans sa chute. Et même pour Yacine, j'ai les numéros de téléphone de pas mal de joueurs de Cachan. Et j'ai des dossiers aussi sur lui maintenant, donc attention. Merci en tout cas, merci Nico d'avoir été avec nous, merci Hugo, merci, ça fait plaisir de te retrouver, puis j'espère qu'on te reverra plus souvent cet été avant que tu ne partes en vacances, et merci aussi à Ayas, coach Yacine, et on se retrouve bientôt dès que ça bouge un peu plus, sans doute après la nomination du coach, ça devrait normalement aller assez vite, on parle peut-être de cette semaine, s'il y a des news. Ce serait bien quand même, parce que bon. Ouais. Il fait un peu partie du projet, le coach. Exactement. Ah, on a retrouvé Nico. Voilà, on va avoir une fin digne de Nicolas de Versailles. Voilà. Merci à tous, messieurs. Bonne semaine et puis à très vite. Ciao. Ciao.